il me semble impératif de cultiver tous ensemble un esprit critique et que nous nous engagions à rechercher activement des sources d'informations fiables et vérifiables. Nous devons résister à la tentation de céder à la facilité, en nous contentant de réagir à des titres racoleurs ou à des citations sorties de leur contexte. Au contraire, nous devons prendre le temps de lire attentivement, d'analyser et de remettre en question les informations que nous rencontrons en nous appuyant sur des sources crédibles et des faits établis. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail exceptionnel réalisé par le secrétariat général de notre institution qui nous permet d'appuyer les travaux de nos commissions et nos sur des sources d'informations fiables et avérées. J'aimerais également saluer les journalistes présents dans notre salle plénière, dont le travail difficile est de rendre fidèlement compte de nos débats. J'aimerais souligner leur professionnalisme, une nécessité dans notre monde moderne, hyper connecté et abreuvé d'informations. En conclusion, chers collègues, je vous appelle à redoubler d'efforts dans notre lutte contre les cybermenaces et la désinformation. C'est en travaillant ensemble, en partageant nos connaissances et en adoptant des pratiques responsables que nous pouvons construire une société polynésienne numérique, sûre et résiliente pour toutes et tous. Terpoyarei. Maruru. Nous allons maintenant passer la main à la cybersécurité, la sensibilisation aux risques et aux attaques, bonnes pratiques et enjeux dans le monde économique. Et pour ce, je vais demander donc à M. Eugène Sonfort de venir et qui sera le seul intervenant et vos collaborateurs. Après. Voilà, je vous laisse la parole, M. Sonfort. Merci, Présidente. Alors, ce ne sont pas mes collaborateurs, ce sont des sociétés, c'est des prestataires extérieurs. Hein. Je dis bien, c'est important pour eux que vous le sachiez. Alors, donc moi, suite à notre dernière rencontre et surtout au forum de la cybersécurité de la semaine dernière, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on m'a demandé de venir vous faire part de ce que c'est que la menace de la cybersécurité aux Jeux Olympiques. Donc pour cela, je me présente déjà, directeur général de l'économie numérique. Je n'ai pas changé depuis la semaine d'avant. Je suis sous la présidence du pays. Alors, la description. Ce document est basé à la fois sur les documents de l'Agence nationale de la sécurité du système d'information, l'ANSSI. Alors l'ANSSI, c'est l'organisme étatique qui gère toute la cybersécurité au niveau de la France, d'accord, France et Navarre. Et les informations en Polynésie française, gendarmerie, Polynésie, je ne sais pas si je l'en ai mis, et DGEN. DGEN, c'est la direction générale. Alors, donc le sommaire, le constat, la menace, ce qu'il faut faire après les JO, parce qu'il faut faire des choses après les JO, et ensuite à venir. Le constat effectué par l'Agence nationale de la cybersécurité, le Haut-Commissariat et moi-même. Alors le premier, ce qu'a dit le Haut-Commissariat, a dit que le risque est majeur en Polynésie. L'ANSSI, le délégué outre-mer de l'ANSSI m'a dit en début d'année scolaire que le travail était colossal. Et à la question que m'a posée le président, j'ai dit qu'il y a le feu au lac. D'accord, c'est pour vous donner le niveau. Ça, c'était en juillet 2023, quand j'ai été nommé. Le constat aujourd'hui, c'est qu'en 2022, il y avait 150 incidents donnés à la gendarmerie nationale en 2022. Je n'ai pas les chiffres de la police nationale, mais à mon avis, ça doit être du même tonneau. Aujourd'hui, en 2023, il y a 360 incidents donnés en 2023. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a 360 délits qui ont été constatés. Une progression qui est du double, au moins. Et ça fait environ un par jour. Ça veut dire qu'il y a environ une société ou collectivité locale qui est piratée par jour et
qu'il a dit à la gendarmerie ou à la police nationale, enfin surtout à la gendarmerie. C'est-à-dire que tous ceux qui ont eu honte de le faire ne l'ont pas fait. D'accord ? Donc c'est pour vous dire que quelque part, même ici, la menace est réelle. Alors, quelle menace pèse sur les Jeux Olympiques et Paralympiques? Alors, vous remarquerez qu'il y a le logo de l'ANSSI et de c'est le slide, le slide que m'a donné l'ANSSI. J'ai l'autorisation de le faire, hein, évidemment. Quelle surface d'attaque? La surface d'attaque est vaste. Multitude d'acteurs potentiellement interconnectés avec des niveaux de sécurité hétérogènes. Okay. Alors, comité d'organisation, CIO, fédération nationale, association, autorités nationales et locales, forces de sécurité, prestataires, fournisseurs, sous-traitants, sponsors, acteurs privés, externes, blablabla. Voilà. Donc la liste est très longue. Donc le risque de menace pèse sur eux, en plus sur les sociétés normales. Quelle cybermenace? On a 3 types de cybermenaces. Menace forte d'attaque à finalité récréative, rançon logiciel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, en haut à droite, c'est quand on vous chiffre, on vous crypte, le pirate vous crypte toutes les données d'entreprise de votre entreprise, d'accord, et que vous êtes obligé de payer 1 million en bitcoin, 1 million d'euros, enfin 1 million de francs en bitcoin, sur le dark web pour pouvoir le faire débloquer quand ils sont gentils. D'accord? Ça, c'est les menaces fortes à finalité lucratives sont les plus fréquentes. D'accord ? Ensuite, menace importante de déstabilisation. Alors, DDoS, c'est-à-dire qu'en grosso modo, votre système d'information est attaqué de l'extérieur. On l'enfume avec beaucoup de requêtes, de manière à ce que votre système d'information n'est plus atteignable. D'accord ? C'est arrivé à une grande société de la place il y a quelques années. Et ils étaient un grand groupe public. Donc ça, et du coup, ça fige tout. D'accord ? Sabotage informatique, coopération informationnelle. Et le 3e niveau, qui est alors là, le niveau de la menace d'espionnage stratégique. Là, c'est Macron a dit Poutine, il faut pas qu'il gagne. Et là, tu as l'ensemble des forces de cyber-hacking de la Russie qui va aller taper partout où la France fait ses JO. Donc ici. D'accord ? Ce point est important parce que vous verrez que finalement, grosso modo, ça montre le niveau de complexité de la cybersécurité. Aujourd'hui, pour le premier, celui du haut, si jamais votre système d'information est faiblement sécurisé, vous avez de grandes chances de vous faire hacker. Non pas parce que vous êtes une cible, mais parce que sur Internet aujourd'hui, vous avez des plateformes, vous souscrivez, et ensuite ça envoie à tout le monde. Donc même sans être une cible, vous êtes attaqué. D'accord ? La morale de l'histoire, c'est que plus vous êtes sécurisé, moins vous êtes tendance à être attaqué. Ou en tout cas, hacké, piraté. D'accord ? Évidemment, si jamais l'État cherche à nous bloquer, enfin, la Russie ou la Chine cherche à nous bloquer, il y a de fortes chances qu'ils y arrivent. Hein. Mais plus vous montez dans le niveau de cybersécurité, et moins vous êtes sujet à être attaqué. Ce qui fait un miroir par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a le feu au lac. Même sans les JO, le niveau de cybersécurité du pays est faible. D'accord ? Ce qui est d'autant plus important, et ce qui est d'autant plus important de dire par rapport aux JO, c'est que si on ne se fait pas... Voilà, je vais prendre... La question n'est pas si on va se faire attaquer, c'est quand. J'ai monté tout à l'heure, il y a déjà 360. J'ai peur, moi ce qui m'embête, c'est que les grandes sociétés qui sont sur le chemin des JO, ou la rediffusion par exemple, puissent à un moment se faire hacker en pleine retransmission. D'accord ? Ce qu'il faut faire. Alors pour les entreprises, mettre en place des mesures cyber-préventives prioritaires. Bon, là, peut-être que mes petits camarades pourront le dire tout à l'heure. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça, c'est des classiques. Alors, c'est des mesures cyber-préventives prioritaires dans le cas d'une attaque à distance. Hein. D'accord ? Donc, renforcer l'authentification, renforcer la manière dont on s'authentifie sur les systèmes d'information. Je vais
je vous laisse le slide pour ceux qui voudront le lire. On pourra vous l'expliquer après. Ça, c'est dans le cadre des JO. Il y a évidemment d'autres priorités dans le cadre normal. Hein. Je ne vais pas vous en parler plus. Les grandes entreprises, alors ceux qui ont été, ils sont à peu près 30 à 40 aujourd'hui, 30 grandes entreprises ont été identifiées par l'ANSSI et sont aidées par des audits, des exercices de crise, etc. etc. L'idée, c'est de monter leur niveau de cybersécurité pour que quand, évidemment, le piratage arrivera, ils puissent soit, s'ils sont piratés, revenir à l'état initial non piraté par ailleurs. D'accord ? Pour nous, tous ces exercices de crise ont lieu en ce moment, avec plus ou moins de décalage. Nous, on prévoit de faire un exercice de crise global en avril-mai. Alors, un exercice de crise, c'est quoi? Grosso modo, on met autour de la table une société, ou 10, ou 20, ou 40 sociétés. On leur dit, voilà, c'est du jeu de rôle. Hein. On coupe Internet, qu'est-ce que ça a comme impact chez vous? C'est jamais arrivé. Hein. On coupe l'électricité, qu'est-ce que ça a comme impact chez vous? C'est jamais arrivé non plus. Alors du coup, autour de la table, on lance l'organisation et le retour à la normale par rapport au fait qu'on a été attaqué et combien de temps, le plus important, donc combien de temps le système d'information y retourne. Parce que si jamais vous y allez sans mesure, sans avoir préparé ça, il y a 90% des entreprises du privé qui, lors d'un incendie, ne ferment la porte. Hein. Donc pour le privé, c'est hyper important. Bon, pour le public aussi. Mais pour le privé, ce sont 80 à 90% des sociétés privées qui sont incendiées et qui n'ont pas de sauvegarde informatique, la clé sous la porte. D'accord? Donc ça, c'est juste pas rien. Ça veut dire que derrière, si jamais vous ne payez pas le pirate, vous ne pouvez plus continuer, parce que le pirate, il a les clés de votre maison. Il a les clés de vos données. D'accord? Donc c'est des choses qui sont super importantes à prévoir avant, pour quand ça arrive, vous pouvez se dire, OK, en 3 heures, 4 heures, je peux revenir, il y a des sauvegardes dans un côté, des machins, des bidules, etc. D'accord? Faire des exercices de crise et d'exercices globaux, c'est super important parce que du coup, on permet de jouer le fait qu'on est vraiment dans la crise. Sensibiliser. On a les grandes entreprises publiques. On a eu lieu la semaine dernière le premier forum sur la cybersécurité, qui a un très grand succès. Beaucoup, en fait, la salle de conférence pour le jour des grandes entreprises a été bondée. On n'avait plus de place nulle part. J'arrivais même plus à rentrer, moi, après. Donc, c'était génial. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, il faut penser des salles plus grandes. L'année prochaine, normalement, avec ce forum de la cybersécurité, on va passer à le mode international. Ça veut dire qu'on va faire venir des gens, genre Google, qui vont venir parler de cybersécurité de leurs câbles, voire d'autres, d'accord? Donc c'est donner un niveau. Et l'idée chaque année, c'est de monter le niveau de cybersécurité du pays, d'accord? Deuxième chose, pour le grand public et pour les salariés, un guide de l'hygiène de la sécurité. C'est quoi ce truc? Ben, grosso modo, c'est quand vous avez les mains sales, vous vous lavez les mains. Quand vous allez sur Internet, vous mettez un mot de passe suffisamment sûr. D'accord? Vous ne mettez pas un mot de passe le même sur votre compte bancaire ou sur Facebook. Vous ne mettez pas le nom de votre chat comme mot de passe. Enfin, c'est de l'hygiène, hein, et c'est du vécu. Hein. Quand vous faites voler votre compte Facebook, vous allez déposer plainte. Il y en a d'autres qui recréent un autre compte à côté. On se retrouve avec plusieurs comptes Facebook fantômes ou piratés. D'accord? C'est votre vie qu'on pirate. Hein? Facebook, juste pour information, ça n'a rien à voir, c'est chaque compte Facebook, en moyenne, vaut 55 000 francs à Facebook. Il y a quelques milliards. Moi, je ne mets rien du tout. Donc imaginez ce que vous mettez si jamais vous mettez les photos de vos enfants. Ça chiffre encore plus. D'accord? Bon, le guide d'hygiène, il existe. Téléchargez-le, parce que vous avez l'ensemble des mesures d'hygiène informatique à mettre en œuvre.
Pour vos entreprises, c'est nécessaire, encore une fois, dans la partie cybersécurité. C'est pour ça que j'ai parlé du grand public, des sensibilisations. Il y a 30% de l'ensemble des mesures de cybersécurité, c'est des mesures techniques. Ils pourront peut-être vous l'expliquer mieux que moi tout à l'heure. Les 70%, c'est ce qui se trouve entre le clavier et la chaise. Il ne faut pas cliquer sur un lien que vous ne connaissez pas, ce genre de choses. Ou il faut avoir des logiciels qui évitent de cliquer sur le lien. Il y a ce genre donc ces points-là sont super importants. L'hygiène, quand vous êtes salarié, est super important pour éviter de prendre des bêtises, de faire des bêtises. L'arnaque au président, vous connaissez ça? L'arnaque au président, c'est des gens envoient un mail ou appellent « Je suis ton président directeur général, vire 1 million sur mon compte tout de suite ». Évidemment, ils ne se connaissent pas. Hein. Président directeur général du groupe et d'une filiale. Alors, c'est arrivé ici, hein. Je ne vais pas vous dire qui, mais c'est déjà arrivé, et le groupe a perdu quelques millions, tout simplement en faisant pression sur le comptable qui ne le connaissait ni d'Ève ni d'Adam. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'arnaque au président. Bon, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, comme surtout quand vous avez un code de la route pour conduire une voiture. Sur Internet, vous avez un guide d'hygiène informatique à utiliser. D'accord? Ça, c'est la base. Si déjà vous ne faites pas ça, la cybersécurité du pays ou vous-même vos comptes seront hackés un jour. D'accord? Après les JO. Alors, juste après, on va faire des exercices cyber pour les entreprises listées. Bon, ça, c'est ce que je dis pour les grandes entreprises et le public. Après les JO, en fait, c'est un mauvais slide. Mise en place d'un centre de cyber-ressources. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un organisme que je vais créer pour le pays qui va mettre en relation les TPE, les entreprises et les entreprises de la cybersécurité. Il y aura sûrement aussi, on est en train de définir un numéro vert qui permettra de dire si je suis hacké, je peux appeler ce numéro, parce que ça fait honte d'appeler la gendarmerie ou machin bidule. Ça, c'est important hein, sur la chose, c'est le retour qu'on a un peu en interne. Troisièmement, qui va donner aussi de la documentation sur la sensibilisation, outre ce que font le travail de la police nationale et de la gendarmerie sur le sujet. Donc, ce centre va être un peu le centre de l'ensemble de l'écosystème de la cybersécurité, dans lequel vont échanger les privés, le grand public et l'administration. Alors ça, normalement, c'est cette année. Ça devrait arriver cette année. Donc, je l'ai dit, aider les entreprises pour augmenter leur cybersécurité, contacter les entreprises et les professionnels de la cybersécurité, centraliser la documentation. Alors ça, la NIS V2, je vais essayer de le traduire sans être trop technique. C'est une directive européenne. C'est comme une directive européenne, c'est comme un règlement européen qu'il faut appliquer à l'ensemble de chaque pays. D'accord ? C'est une loi qui est au-dessus de la loi nationale. Elle est importante, celle-là, parce que la NIS V2, parce que demain, toutes les entreprises de secteur critique, 15-20, seront obligées de se mettre à un niveau de cybersécurité suffisant pour éviter des amendes. D'accord ? 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires global du groupe. D'accord ? Donc ça va taper quand ça va taper. Je ne suis pas sûr que ça va taper tout de suite, mais en tout cas, ça va taper. C'est-à-dire que c'est énorme, hein. 10 millions d'euros, ça fait 1,2 milliard, quelque chose comme ça. Et 2% du groupe mondial, ça peut faire encore plus. Pour votre information, les hôtels Marriott, il y a 2-3 ans, se sont pris une amende de 110 millions d'euros. Pas rien, hein. Amazon s'est pris une amende de 635 millions d'euros. Alors vous allez me dire, Amazon, ils ont de quoi? 635 millions d'euros. Donc, les grandes entreprises sont forcées d'augmenter la cybersécurité. Ça, c'est bien pour l'attractivité du pays.
Vous vous rappelez le plan de développement que je vous avais listé il y a une fois, la petite ligne cybersécurité, ça c'est toutes les actions qui font partie de cette petite ligne cybersécurité. D'accord ? Alors, nous sommes en train de travailler sur un plan de cybersécurité pour le pays, pour les 5 à 10 ans qui viennent. C'est trop tôt, puis c'est très technique, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. On est en train d'y réfléchir, là. Voilà. Des questions ? N'hésitez pas, hein. Je peux revenir sur les slides si vous voulez. Alors, le constat, c'est pas brillant. Hein, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Donc il faut absolument monter le niveau de la cybersécurité de l'ensemble des entreprises du pays. Il y en a qui sont en avance sur d'autres, mais s'il y en a qui sont en avance, il y en a d'autres qui sont très pas en avance du tout. Oui, Christophe. Ouais, bonjour à tous, bonjour Eugène. J'aimerais que tu reviennes sur la partie bonne pratique, de façon assez généraliste, mais sur ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, la séparation des usages entre ce qui est privé, public, oui. Sur cette partie-là, parce que je pense que ça intéressera beaucoup les membres. Alors on a un projet à terme, entre autres, de dématérialisation ici au CESEC, de passer sur des tablettes, et ça reste un projet pour l'instant, mais on étudie l'idée, et voilà, et on a mis à tout le monde la charte du SIPF. Ouais, voilà, j'aimerais que tu reviennes sur cette partie-là aussi. La charte, tu l'as dit, moi je vais dire les choses différemment. Comme tu l'as dit, c'est une grosse partie du problème, c'est quand même l'utilisateur. Oui. Alors, évidemment, il y a des problèmes techniques, du cloisonnement, de la sécurité, blablabla. Mais il y a surtout de la partie humaine. Il vous faut une charte informatique. Mais cette charte informatique, elle dépend aussi de l'analyse des risques que vous avez en interne. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un vous dise quels sont les risques sur lesquels vous êtes le plus fréquemment, vous risquez d'être touché. D'accord ? La charte informatique répond, ça c'est plus la partie utilisateur, sensibilisation, les utilisateurs, mais je pense à la partie technique. Il faut que le CESEC soit bien sécurisé techniquement déjà. Alors, il vous faut faire une analyse des risques. Ça, c'est les termes qu'on dit tout le temps dans le terme de cybersécurité pour définir votre niveau de maturité aussi. D'accord ? Une fois que vous avez ça, ou en parallèle, on peut mettre une charte informatique qui est en fait une bonne chose, hein, parce que ça permet d'éviter de se faire hacker bêtement. J'utilise le mot bêtement. Hein. Et les réflexes, je l'ai dit tout à l'heure, c'est si jamais vous mettez un mot de passe le même que son code bancaire sur Facebook, le pirate il prend le mot de passe sur Facebook, il l'utilise dans votre compte bancaire. Alors vous allez me dire comment il sait, il va essayer, il y en a que 3. Hein. Et paf, il rentre dans votre compte bancaire, et s'il n'est pas bête, il va faire des virements de 10 francs tous les mois. Jamais vous allez le voir. Hein. Nous, on regarde que les gros montants, hein, ou alors la banque va nous appeler que les gros montants, mais les petits montants... Oh là là. Oui, bonjour. Ma question se pose au niveau de, puisque vous avez parlé tout à l'heure, le niveau cybersécurité, plus, on sera moins hacké. Maintenant, on parle au niveau de nos services publics. Est-ce que nos services publics sont prêts dans cette cybersécurité? Joker. Si je dis que le niveau global n'est pas bon, après il y a des exceptions. Hein. Je poursuis cette idée, puisque nous sommes des associations, puisqu'on parle de public aussi, qui sont étroitement liées à ces services publics. Joker. Ah. Et pour les services publics, et pour les associations. Pire même peut-être pour les associations, parce que justement, vous n'avez pas conscience de la chose. Je ne sais pas, je suis franc. Hein.
Patrick, oui. Merci Madame la Présidente. Bonjour chers collègues. Quels moyens il faudrait pour que l'ensemble de la Polynésie soit protégé, par exemple au niveau du câble, et non pas que l'ensemble des entreprises payent 1 million d'euros. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de regrouper l'ensemble des moyens de sécurité pour pouvoir justement essayer de sécuriser toute la Polynésie? Et quels moyens il faudrait? Toute la Polynésie d'un coup? Alors, oui. D'un coup, je ne sais pas si c'est possible, parce que chaque entreprise a son propre budget et autonome. Alors, je ne suis pas revenu dessus, mais mes collègues tout à l'heure pourront en parler mieux. Il y a des mesures... Alors, la première chose à faire pour une entreprise, surtout plus elle est grosse, plus c'est important de le faire, c'est voir quels sont les risques auxquels ils sont soumis. En fonction de votre informatique, vous avez plutôt une surface d'exposition à la cybermenace qui est plus ou moins forte, en fonction des endroits. D'accord ? Deuxièmement, une fois que vous avez fait cette analyse des risques, derrière, il y a des mesures qui sont tout de suite les plus urgentes à mettre en œuvre. Imaginez comme une forêt d'arbres. Quand vous êtes devant, il faut d'abord abattre les grands arbres, c'est les risques les plus gros, et ensuite, au fur et à mesure, vous avez les arbres les plus petits qui arrivent. Donc ces mesures, alors dans le détail, je les ai listées tout à l'heure, vous les aurez, je peux en parler si ça vous intéresse, mais je n'ai pas envie de vous assommer. Mais cette notion de cybersécurité, après, c'est un métier. Moi, je suis un peu informaticien et un peu sensible à la cybersécurité, mais ce n'est pas mon métier. Quand j'étais dans le privé, j'étais un expert du RGPD. Je ne sais jamais si ça vous dit quelque chose. Mais c'est la protection des données. Eux, ils sont des experts de la cybersécurité, pas moi. Je travaille en interne avec un expert, un docteur en cybersécurité, pour construire le plan 2025-2030. D'accord ? Donc c'est un métier qui est spécialisé. Si vous ne savez pas, ne cherchez pas. Hein. Vous allez prendre plus de temps à chercher qu'à trouver. Trouver, il y en a. Maintenant, aujourd'hui, ça existe. Pour répondre à ta question de manière plus claire, il y a des gens, des sociétés privées qui existent aujourd'hui sur le pays qui vous feront avancer dans votre cybersécurité. Pour le reste, l'hygiène. D'accord ? La CNIL, elle dit que votre mot de passe, il doit faire 10 caractères. Avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, pim pam poum. Je sais. Si la CNIL, et qu'il faut le changer tous les 3 mois. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas si simple que ça. Mais c'est comme le fait de se laver. Alors moi, je dis 3 mois, c'est peut-être un peu chaud. Mais déjà, tous les ans, ce serait bien. D'accord ? Alors, il y a des règles. Vous prenez la Bible, vous scotchez les premières lignes de chaque droite, vous connaissez, chaque lettre, et ça vous fait votre mot de passe pour, je ne sais pas moi, la banque. Il y a des exemples faciles, hein, comme ça. Tu mets un truc là, tu mets dans ton coffre-fort ou derrière, sur ta table de nuit, tu mets la Bible et derrière, tu mets un onglet, ça c'est le mot de passe, machin. Au moins, vous ne risquez pas de vous faire voler votre mot de passe. Moi, j'ai une autre méthode, hein, mais... Oui, Jeff. Merci Eugène. Jeff Benamza du Collège des entrepreneurs. Les JO, c'est demain. Globalement, on sait que s'il y a des zones qui sont attaquées, les points névralgiques, ça va être quoi? Ça va être l'aéroport, l'hôpital, probablement la CPS. Et puis ensuite, par exemple, les systèmes de fermeture ou d'ouverture des portes des athlètes. Tu le disais tout à l'heure. La diffusion. Voilà, tout ce qui concernera la diffusion. MTV, Polynésie Première. Donc, en gros, voilà, Air Tahiti, enfin bref. Donc, du coup, on a identifié les zones qui sont dites sensibles. On sait qu'il existe des hackers éthiques, donc des pirates, mais qui sont gentils, qui sont en capacité d'attaquer pour dire, voilà les failles. Est-ce que vous avez mis en place, ou est-ce que vous allez mettre en place, un plan de ce type
justement pour aller tester le niveau de vulnérabilité de nos points stratégiques? Non, au contraire, j'ai dit tout à l'heure, il y a un plan pour monter la cybersécurité des 30 à 40 entreprises qui sont sensibles pour les JO. L'ANSSI est en train de travailler avec eux, donc il y en a 30, Aranui, machin, bidule, etc. Aranui parce qu'ils hébergent les athlètes, l'OPT parce qu'ils transmettent le signal, le truc, TNTV ou France Polynésie Première parce que machin, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si TNTV. Les hôtels, parce qu'il faut loger les accompagnants, les aéroports, ATN, RTT, machin, bidule. Tout, ça fait partie des 30 à 40 entreprises listées. Je ne vais pas vous le donner dans le détail, mais vous comprenez que c'est important, etc. Donc oui, il y a un plan pour les aider, gratuit, pour les aider à monter leur cybersécurité. La semaine dernière, la DSI du pays a montré l'exercice qu'ils ont joué, parce que c'est un jeu de rôle, par rapport à cet exercice de crise. Les autres doivent le faire, d'accord? Mais ils doivent le faire d'eux-mêmes. Voilà, c'est pas l'ANSSI qui va... D'accord? Il y a des audits et des exercices de crise qui sont faits. Après, une fois que les JO seront passés, ils devront ensuite voir dans le privé des compétences pour le faire. Excusez-moi, Madame la Présidente. J'ai bien compris tout ça, mais en fait, la question que j'ai posée, elle était beaucoup plus ciblée. Hein. Je demandais s'il y allait avoir des hackers éthiques qui vont attaquer ces entreprises pour voir leur point de vulnérabilité. J'ai bien compris que l'ANSSI va essayer de sensibiliser les gens, leur dire attention à ci, attention à ça, j'entends bien. Cela étant, on peut mettre en place des moyens en étant persuadé que ça fonctionne bien, parce que, pas oublier un truc, hein, le pirate informatique, il court plus vite que le gendarme. Hein. Il a toujours 1 ou 2 longueurs d'avance. Hein. Ça a toujours été comme ça. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est finalement des gens qui sont un peu de ce sérail-là, qui sont en capacité de dire, bah, tiens, je vais essayer ces points de vulnérabilité pour voir si je peux rentrer, et qui va trouver des failles. C'est un peu ce que font les professionnels sur des logiciels, pour voir si leurs logiciels sont piratables. Donc, la question que je pose, c'est est-ce que vous avez prévu de mettre en place ce type d'attaque de façon à voir les points de vulnérabilité? Alors, ce n'est pas du joker du tout, hein, mais ma réponse, elle est claire. L'ANSSI c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire que le plan qu'ils mettent en œuvre, je n'ai pas le détail parce que je ne suis pas à ce niveau de détail, est fait pour arriver à une certaine maturité de cybersécurité. D'accord? Alors après, s'il y a du hacking éthique ou pas, ou du pentest, etc., à la rigueur, c'est le problème des sociétés et de l'ANSSI. Mais l'ANSSI a mis en place un plan pour que les sociétés se mettent en conforme, enfin, montent leur niveau de cybersécurité. Et l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité du système d'information. Donc, c'est pas moi qui vais dire à l'ANSSI pourquoi tu as fait ci ou mi, toi, ce que je veux dire. Donc, eux, ils savent ce qu'ils ont fait et c'est le plan qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et c'est du réel, hein, c'est du concret. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils font du pentest ou du hacking, mais en tout cas, je sais que leur plan, ils me disent non, on a testé, c'est bon. Christophe, oui. Oui, j'aimerais revenir sur le contexte un peu plus général. En fait, aujourd'hui, on est en guerre. C'est compliqué à expliquer, mais c'est vraiment ça, on est en guerre. Tout le monde connaît la guerre avec les armes, les morts, les blessés. C'est une nouvelle forme de guerre. Pour vous donner une idée, dans l'armée française, il y a un service complet qui gère la cybersécurité et qui gère aussi les cyberattaques. C'est-à-dire que l'armée française est capable de lancer des attaques informatiques. C'est une nouvelle forme de guerre, c'est une nouvelle forme de relation entre les États, et c'est extrêmement sournois. Et aujourd'hui, ce que nous présente Eugène avec l'effet JO fait qu'on va avoir le focus sur nous, mais au quotidien, JO, pas JO, c'est la guerre. Voilà. Et c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent, et les experts vont pouvoir nous l'expliquer plus concrètement, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire aujourd'hui, vous voyez le nombre d'attaques qui arrivent par jour, en Polynésie, en Calédonie, en métropole, enfin partout, dans tous les pays du monde, et vous voyez par où elles arrivent. Vous avez compris qu'en fait, c'est une nouvelle forme de guerre. Alors, c'est à la fois de la guerre d'influence, de la guerre économique et de la guerre commerciale aussi, pour voler des brevets, voler des informations. Mais c'est une vraie forme de guerre. Et c'est une guerre de l'ombre, c'est une guerre qui ne fait pas de mort physique, qu'on ne voit pas, dont on entend très peu parler. Mais c'est une vraie guerre aujourd'hui. Et le monde est devenu extrêmement dangereux. L'usage de Facebook, des réseaux sociaux, fait que c'est devenu extrêmement dangereux. Voilà.
Vous imaginez si jamais le SAMU ne peut plus marcher? C'est peut-être un mauvais exemple, hein. Peut-être qu'ils sont bons hein, au niveau cyber, je ne dis pas. Mais imaginez que le SAMU ne puisse pas marcher sur 2 jours. Avant, pendant ou après les JO. C'est ça les conséquences. C'est les conséquences si jamais un service public ou privé ne marche plus. Évidemment, si l'OPT tombe en rade, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, si la TEP ou l'EDT tombe en rade, qu'est-ce qu'on fait? Non. C'est tellement... Eugène, cette information-là qu'on vient d'avoir, je me dis, JO 2024, a-t-elle on réagit et moi, c'est demain, quoi. Mais voilà, c'est la guerre, c'est demain. Alors, est-ce que... Enfin, je ne veux pas faire paniquer tout le monde, mais nous, on est des responsables. Mais je me pose la question, la Polynésie, ça a toujours été au pied du mur pour s'adapter à ce qui se passe chez nous. Voilà. Alors, je ne vais pas commenter, mais oui. C'est que moi, j'ai fait une matinale du MEDEF en septembre. Je leur ai dit ça. Ils m'ont tous ri au nez. 6 mois après, ils disent « Oui, Eugène, tu as raison ». Alors, quand je le disais tout seul, Eugène, sans fort, DGEN, derrière, ensuite, un ami, le Haut-Commissariat, je dirais l'ANSI, et derrière, on va peut-être commencer à les croire. Si tu permets, Eugène, je pense aussi le fait qu'il y ait des sociétés de la place, et pas des moindres, qui se sont fait dataloquer, ça a quand même remué un peu. Il ne faut pas oublier qu'une boîte, quand elle se fait dataloquer, elle a une chance sur 2 de s'en sortir. Hein. Joker. Donc, du coup, on voit bien. Je pense que la vraie sensibilisation, elle vient du fait que c'est à côté de chez toi. La loi du mort au kilomètre, elle existe partout, en Polynésie comme ailleurs. Donc, celui évidemment qui s'est fait hacker, il montrait du doigt et puis c'est tout. Hein. Nous, on est meilleurs qu'eux. Hein. Même si c'est une grosse boîte. Hein. Toi, quand tu te fais hacker, tu te plains, tu te caches pour pas que ça te... Voilà, c'est tout. Là, moi, je l'ai dit, j'ai toujours dit, le Haut-Commissariat le dit, l'ANSI le dit. Aujourd'hui, les choses se mettent en œuvre et c'est très bien. Il y a une prise de conscience plus globale de la chose, et c'est mon message, sécurisez-vous. D'accord? Sinon, vous allez vous faire taper. Et quand je dis taper, vous risquez de perdre votre entreprise ou votre association. D'autres questions? Après, il ne faut pas paniquer, il faut juste faire les choses doucement, y aller. Hein. Bon, plus personne? Une autre question là. Non, ce n'est pas une question, c'est un constat. Eugène a été mon DPO pendant des années avant qu'il œuvre pour le pays. C'est vrai que leur tâche, elle n'est pas simple parce qu'en fin de compte, tant qu'on n'a pas été hacké, c'est difficile en fin de compte pour eux de nous convaincre. Parce qu'à chaque fois qu'ils m'expliquaient les choses, je lui disais « Mais pourquoi je fais tout ça? Mes collègues, les autres entreprises font pas la même chose que... » Ça coûte des sous, et tu as raison. Voilà, ça coûte cher et tout. Pourquoi moi je dois me mettre en règle alors qu'à côté de ça, j'ai tous mes collègues, tous mes confrères qui font rien. Mais effectivement, c'est que quand on est hacké que là on se dit mince. Mais c'est vrai que quand on est hacké, on le fait pas savoir parce qu'on a honte. Aussi, hein. Parce qu'on a honte. Ça reste sous le tapis. Donc ça reste toujours secret, hein. C'est pas partagé. Je suis en train de soulever le tapis là. Voilà, c'était juste... Vous êtes fait hacker? Non. Ah bon? Après, quand alors? C'était par rapport à un petit virement fournisseur. En fin de compte, la personne a pris contact avec un salarié, une acheteuse, a utilisé en fin de compte
comment tu appelles, une adresse avec les mêmes terminaisons que le fournisseur, a rajouté une lettre, donc on n'a presque rien vu. Et il y a eu quand même un préjudice de 1 million. Mais c'est vrai qu'après, c'est difficile parce que tu as honte, parce qu'il était là, il t'a mis en garde. Je me suis même fait engueuler parfois. Avec raison, parce que je n'ai pas été suffisamment pédagogue sur la chose. Voilà. Mais derrière, bon, alors DPO, délégué à la protection des données, ça dit quelque chose à tout le monde. C'est le gars qui protège les données de l'entreprise. D'accord ? Alors, dans la partie protection des données, il y a la partie cybersécurité qui est plus leur domaine. Moi, j'étais plus sur la partie plus globale de comment on protège les données, à la fois cybersécurité, donc plutôt la partie, et aussi les données, comment est-ce qu'on fait d'archivage, le bon archivage de nos données comptables, qu'on est obligé de garder 10 ans, parce que sinon on se fait taper sur les dents, etc. Je vous le fais très court. Hein. Donc oui, mais ça, c'est des choses... Alors nous, on est payés pour réfléchir, dans le pire des cas, pour eux. Et après, forcément, quand toi, tu es dans ton truc, il faut absolument faire ça, dis, oui, mais pourquoi, Eugène ? Ça sert à quoi ? Cette maturité, ils l'ont eu au fur et à mesure, et c'est aussi à nous, en tant que privé, d'être pédagogue sur qu'est-ce que ça impacte, etc. etc. C'est vrai. Donc il y a à la fois ce côté, on s'en fout, ça ne viendra jamais jusqu'à nous. Ça, c'était avant. Donc quand j'étais nommé, on m'a dit, tu prends la responsabilité de la cybersécurité. Donc je suis parti au charbon au niveau du MEDEF pour commencer à les convaincre partout, là aussi. En fait, j'ai même plus besoin de... Parce que maintenant, vous êtes tous convaincus. Tout ce qu'on a fait depuis les 6 à 7 derniers mois, plus le cyberforum, maintenant, je fais que vous dire qu'on est dans la mouise. D'accord ? Après, c'est vrai, suite à cet incident, on a été plus regardant. Donc, on a commencé à installer des logiciels qui permettent, en fin de compte, de bloquer les mails suspects, etc. Donc, on a installé, en fin de compte, sur tous les ordinateurs de nos employés, un genre de logiciel qui fait le tri sur le type de mail qu'on reçoit. Il y a beaucoup de mesures techniques, c'est 30%. C'est pas rien au niveau de l'entreprise. Mais encore une fois, si jamais vous cliquez sur un lien, c'est votre pomme. Hein. Au hasard, je vous donne, je n'ai pas l'article du code pénal, mais si vous êtes propriétaire d'une entreprise, si vous ne mettez pas les mesures techniques ou organisationnelles, techniques pour être conforme à la sécurité, 5 ans de prison, 36 millions d'amendes. Fonds Pacifique. D'accord ? Moi, je suis client, par exemple, d'une banque, et je vois que la sécurité n'est pas bonne. Je mets au tribunal, le patron, il risque physiquement 5 ans de prison, 36 millions d'amendes. Vaut mieux voler, hein ? Voler, c'est 1 an, hein ? Donc, il y a des vrais risques aussi juridiques derrière, hein ? Je ne vous parle pas du risque RGPD, là c'est un peu plus, 2 fois plus. Et malheureusement, ou heureusement pour moi, pour le niveau de cybersécurité, ça va s'alourdir en termes de mesures que la France va nous imposer et que nous, on va s'imposer à nous-mêmes parce qu'il n'est pas question qu'on reste dans ce niveau de cybersécurité faible. Il faut absolument qu'on monte. JO ou pas JO, moi je suis presque content qu'il y ait les JO parce que du coup ça met le zoom sur ce genre de choses. C'est pas bien pour les sociétés qui se font hacker, hein, qui se font pirater, évidemment. Mais moi, en termes de gestion de la cybersécurité, c'est un palier pour monter et on va continuer la chose. Jeff, oui. Oh, juste un petit clin d'œil pour dédramatiser les choses. Ce qui est drôle avec l'informatique, c'est on l'a vu, en l'an 2000, on avait peur d'un bug de l'an 2000 qui devait faire tomber tous les avions, qui devait mettre la panique dans le monde entier. Dans les années 2010, c'était les virus informatiques. On avait des journaux télévisés qui ouvraient en disant « Il y a un nouveau virus qui porte un nom hyper compliqué, qui va foutre une panique incroyable partout, et vous allez voir, ça va être terrible. » Et puis là, en 2020, la cybersécurité et les cyberattaques. En fait, le problème avec les JO, c'est qu'on a un retour d'expérience des anciens JO.
La Corée du Sud, qui a organisé les JO de, je ne sais plus, 2020 ou peut-être précédent, avait une cybersécurité monstrueuse au niveau de la billetterie nationale pour prendre les... Ils se sont fait shooter. Intervention de service pendant... C'était le bordel, hein, c'était la panique. Hein. Ils ne pouvaient plus vendre de tickets. Et donc c'était monstrueux. Alors qu'ils avaient mis des mesures de sécurité. Donc ça, c'est la troisième partie étatique. Patricia, un moment, parce que je pense que vos collègues aussi vont intervenir. Oui, j'attends de pouvoir... Voilà. Peut-être avant que tu n'interviennes, nous avons avec nous, et il est venu de lui-même, Hapaita Timiona, qui est responsable investigateur de la cybercriminalité en Polynésie française. Je lui laisse la parole. Marumete Yorana. Alors effectivement, je suis le major de Timiona Hapaita'a et je suis affecté à la DTPN, Police nationale, juste à côté. Et je suis investigateur en cybercriminalité. Donc je sais qu'aujourd'hui le thème c'est la cybersécurité, ce qui n'est pas mon domaine de prédilection. Moi c'est la cybercriminalité. Donc c'est en fait ce qui vient directement après que les mesures de cybersécurité n'ont pas fonctionné, pour schématiser. Donc effectivement, je suis intervenu au forum cyber fénois le 29. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous y étaient. Alors, dans le cadre de mon intervention, j'ai été amené à traiter des arnaques, nouvelles tendances. Donc c'était expliquer un peu au tout public quelles sont les arnaques actuelles qui circulent en métropole et bien sûr sur le Fénois. Et donc dans le cadre de mes travaux, j'ai constaté qu'il y a en fait deux grosses tendances qui se dessinent. La première, c'est qu'on a parlé de hackers. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les hackers, les spécialistes en tout cas, ils vendent leurs services à des particuliers. Donc des gens qui ne sont pas du tout doués pour faire du hacking. Et donc vous avez des sites où vous pouvez aller acheter, vous pouvez aller acheter des techniques d'attaque. Et n'importe qui aujourd'hui, n'importe qui, quand je dis n'importe qui, même un gamin de 6 ans, peut attaquer une entreprise. Donc pour illustrer un petit peu cette tendance, je vais vous donner 2 chiffres. Dans le cadre des JO 2021, Tokyo, c'était 450 millions d'attaques cyber répertoriées. Dans le cadre des JO 2024, on estime à peu près à 4 milliards d'attaques cyber qui vont arriver. Et bien sûr, le Fénois sera visé puisque nous organisons les JO, enfin le surf, les compétitions de surf. Donc 4 milliards d'attaques, ça c'était une prévision qui a été faite avant le 27 février. Le 27 février, pour ceux qui savent, il y a des plans, voilà, il y a des plans de sécurisation des JO, pour la mairie de Paris qui ont été dérobés. Donc c'est un ordinateur et des clés USB. Donc on peut imaginer que 4 milliards, c'était avant le 27, et depuis le 27, ce sera certainement beaucoup plus que 4 milliards d'attaques. Donc c'est important effectivement de faire la prévention et de savoir que voilà, on est vraiment sous les feux de la Rome. Ça a été évoqué tout à l'heure, on est en guerre, oui effectivement. D'ailleurs en tahitien c'est Tamai Natirara, cyberattaque. Donc le terme est bien employé. Effectivement, c'est le contexte géopolitique, la guerre qui fait que la Russie veut déstabiliser les organisateurs des JO, donc la France. Et l'objectif, voilà, c'est de ternir l'image des JO. Ternir l'image de quelle manière? En attaquant une entreprise qui est proche de l'organisation, ça va faire que en Russie, ils vont se délecter, ils vont diffuser des nouvelles, expliquer que voilà, la France ne sait pas organiser quelque chose de simple finalement. Les JO, c'est tous les 4 ans. Ça fait des années que ça existe. Et finalement, la France n'est pas en mesure de nous sécuriser. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu la première tendance. La deuxième tendance, et là, c'était un petit peu, je rejoins ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui, nous, en tout cas dans notre domaine, on connaît quasiment toutes les attaques possibles, en termes d'escroquerie notamment. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, c'est si nous on connaît, qu'est-ce qui pourrait vous convaincre, vous, demain, de tomber encore dans le piège? Alors, bien sûr, j'ai la réponse à la question.
Ça fait une demi-heure qu'on a commencé cette réunion. Si j'avais mes outils sous la main, j'arrive dans la salle, je prends une photo de n'importe qui, au hasard, Eugène. J'ai un outil qui est gratuit. Il y a des tutos sur YouTube. Vous allez sur YouTube, c'est totalement gratuit. Et je mets le visage d'Eugène sur le mien. Je m'exprime à la place d'Eugène avec sa voix. Et je vous dis à tous, demain, pour sécuriser vos entreprises, vous allez cliquer sur le lien. Je vous jure que vous allez tous cliquer. Parce que devant vous, vous aurez Eugène. Et donc la confiance, elle va être établie de suite. Ça, c'est le deuxième risque majeur. C'est ce qui arrive depuis 2022 avec une nouvelle technologie. Enfin, technologie n'est pas le terme approprié, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Marmarma Havare. Le terme tahitien est beaucoup plus parlant, parce que ce n'est pas une vraie intelligence. Pour autant, elle va tromper, elle va duper tout le monde. Donc ça, c'est le deuxième risque à prendre en compte. Pour illustrer un peu plus cet exemple, il y a souvent les autorités du pays, enfin vous en faites partie, des usurpations de comptes, peu importe, hein, je prends le compte de n'importe qui. Hier, c'était juste une photo avec une fausse page Facebook. Demain, grâce à l'intelligence, enfin demain, aujourd'hui, tout de suite, grâce à l'intelligence artificielle, ce sera vous qui allez parler, votre visage, votre voix, ce sera vous qui allez vous exprimer et inviter n'importe qui à contribuer à, je ne sais pas moi, il y a un exemple à Rourtou quand il y a eu les incendies, il y a la page du pays qui a été usurpée et on demandait aux gens de, voilà, s'ils voulaient verser un don. Voilà. Mais hier, comme je vous dis, c'était une page Facebook. Demain, ce sera Moïté Brothers sans nom personne qui va appeler les gens à faire des dons. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Donc effectivement, il y a deux grosses tendances. Et c'est bien qu'on commence à faire la prévention, sachant que nous, dans notre domaine, en cybercriminalité, on n'a pas attendu. On est déjà prêt. Et pour l'objectif JO 2024, on fera tout pour empêcher les entreprises de tomber. Ce n'est pas chose facile. Ce que je fais aujourd'hui, c'est important parce que ça permet de faire prendre conscience aux gens qu'il y a une réelle menace qui pèse sur nous. Merci Timiona, merci. Merci beaucoup. Hein. Nous invitons nos autres intervenants. Donc nous avons M. Jean-Pierre Claude et M. Maxime Terrassin. Yorana, bonjour à tous. Donc, moi c'est Jean-Pierre Claude, je suis le gérant de la société Terrama et je suis avec Maxime. Maxime Terrassin, gérant de la société Foxit. Donc on est deux sociétés locales spécialisées en cybersécurité. Donc depuis 2019, c'est ça à peu près, hein, tous les deux. Voilà, on va essayer de compléter les propos de Eugène et peut-être passer un peu plus de temps pour vous expliquer pourquoi la cybercriminalité, au-delà des JO, alors les JO ça fait peur, hein, mais même au-delà des JO, pourquoi ce phénomène-là va persister en fait, et peut-être comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'il y a derrière la cybercriminalité. Alors déjà, il y a un premier constat, c'est que en Polynésie, on peut avoir le sentiment d'être moins exposé à cette menace. Parce que déjà, on se dit, mais pourquoi ils nous attaqueraient? Nous, on n'a rien d'intéressant, ou on est loin de tout, donc on n'est pas des cibles stratégiques. La première notion qu'on oublie souvent, c'est qu'on est sur Internet, on a envie de se moderniser, on a envie de faire appel à de la visioconférence pour les conseils d'administration, pour les AG, etc. Donc on numérise de plus en plus nos activités. Et en se numérisant, on se met sur Internet.
Or, la notion d'Internet, elle n'a pas vraiment de distance. On est aussi accessible en Polynésie, sur Internet, et aussi exposé que si on était en métropole ou dans n'importe quel autre pays. Donc c'est souvent un biais, ça, que l'on a, à se dire qu'on est moins à risque, peut-être que dans d'autres pays. La deuxième notion, c'est qu'on a l'impression que, parce qu'on est ici, notre système informatique, il est ici, mais en fait, de plus en plus, on s'appuie sur des systèmes qui sont hébergés à l'étranger. Si vous utilisez Gmail, Office 365, etc., toutes ces suites d'outils, même si vous les utilisez en Polynésie, elles ne sont pas du tout hébergées ici. Donc vos systèmes d'information sont également éclatés dans le monde, et donc exposés. Et le troisième phénomène, c'est, contrairement à ce que l'on pense, les cyberattaques visent pas forcément les entreprises stratégiques en premier lieu, mais plutôt celles qui sont les moins matures. Voilà. Les attaquants, ils appellent les low hanging fruits, donc c'est les fruits qui pendent en bas de l'arbre. Donc c'est ceux qui ont fait le moins d'efforts pour se sécuriser qui seront attrapés en premier. Voilà, donc ça c'est trois arguments en fait, souvent que l'on combat parce que voilà, on a tendance à prendre ce risque un peu à la légère en Polynésie. Alors il est vrai qu'il n'y a jamais eu encore d'énormes incidents en Polynésie, contrairement en métropole où c'est quasiment toutes les semaines. Il n'y a pas eu encore de grosses attaques sur l'hôpital, par exemple, ou quelque chose de très visible du public. Et heureusement, en métropole, et je crois que les statistiques, c'est un hôpital sur 5 maintenant qui s'est fait pirater. Vous avez carrément en métropole une carte qui vous indique, mise à jour régulièrement, tous les mois, le nombre d'hôpitaux, le nombre de communes, de mairies qui sont piratées. On est à 80 à peu près, tout confondu. Et très récemment, vous avez l'hôpital de Brest, dont le coût de la cyberattaque leur a coûté, pour revenir en état de fonctionnement, 10 millions d'euros. Voilà, sachant que en métropole, ils ont la grande chance d'avoir beaucoup d'hôpitaux un peu partout. Donc quand vous avez des malades, vous n'êtes pas capable de les gérer à cause d'une cyberattaque, vous pouvez aller demander aux voisins. Vous pouvez aller transporter vos malades aux urgences, etc. En Polynésie, ça va être un peu compliqué. On ne va pas pouvoir tout évassaner. On n'a pas d'autres moyens de lutter contre ça. Bon, après, c'est un exemple. Encore une fois, on n'a effectivement à Tahiti pas eu encore de grosses conséquences, il faut quand même le souligner, sur les attaques qu'il y a pu y avoir. Ensuite, voilà, ce qu'on voulait vous présenter aussi, c'est la cybercriminalité. Alors pourquoi c'est une branche de la criminalité qui est en pleine expansion? Il y a plusieurs notions. Alors ça a été dit, on va peut-être les répéter. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de cibles à attaquer. La deuxième chose, c'est que l'expertise, elle est accessible. On peut trouver des outils. On n'a pas besoin d'être un super crack en informatique. On peut acheter des virus sur étagère, on va dire, et simplement les utiliser. On peut même louer des services, ce qu'on appelle le DDoS. Donc, c'est des services pour faire écrouler un site web. On peut louer des services à des attaquants pour dire le site web de mon concurrent, je vais le faire tomber pendant, 2 semaines. Pour essayer de récupérer du business. Donc c'est une expertise qui est de plus en plus accessible. Alors les forces de l'ordre l'ont peut-être pas bien souligné, mais c'est la notion d'impunité, c'est-à-dire pour attraper un cybercriminel, c'est très compliqué. Très compliqué parce qu'on peut se cacher derrière n'importe quelle adresse sur Internet. Souvent on peut opérer depuis un pays pour en attaquer un autre. Il n'y a pas forcément de facilité d'extrader des personnes ou d'aller les chercher. Et le dernier point qui est le plus important, c'est les profits. Donc les profits sont très importants. On a juste quelque part des PC à acheter, des virus sur étagère, et puis on se lance dans cette activité. Alors les statistiques, là, cette statistique, je ne sais pas d'où elle sort, mais le retour sur investissement, il est très important. On peut arriver à faire rapidement beaucoup d'argent dans cette branche-là de la criminalité. Après, on va vous montrer un exemple concret d'un groupe cybercriminel qui s'est fait arrêter il y a 2 semaines pour vous montrer un peu l'ampleur de ce que c'est un groupe cybercriminel. Alors,
Leur motivation aux cybercriminels, elle est de plusieurs ordres. Elle est avant tout financière, hein. Ils veulent gagner de l'argent. C'est une façon de se faire de l'argent rapidement. Mais elle peut être aussi idéologique ou pour des objectifs de déstabilisation ou d'obtention de capacités d'attaque. Donc, la notion idéologique, ça peut être d'attaquer l'image de la France, par exemple, ou d'un pays qui est en conflit avec le sien. La déstabilisation, ça peut être, c'est une façon aussi d'obtenir un gain financier, hein, mais ça peut être de perturber le fonctionnement d'un État. Alors, on a vu des choses au niveau de l'Estonie, par exemple, qui s'est fait beaucoup attaquer à une période, ou l'Ukraine, hein, avant le conflit avec la Russie. Donc, la déstabilisation, c'est aussi une arme pour déstabiliser un État ou une région d'un point de vue économique. Sur la déstabilisation, comme on en a parlé un peu tout à l'heure, tu avais posé une question sur le bug de l'an 2000, est-ce qu'on n'en fait pas trop un peu sur cette menace permanente, sur la notion de guerre et tout. Je pense que en fait, nous, on n'a même plus besoin d'argumenter, hein. Vous lisez la presse, la Suède veut rentrer dans l'OTAN parce qu'elle a peur de la Russie. Quelques semaines après, la Suède est blackout à cause de la Russie. Pendant le Covid, l'Australie incrimine la Chine d'avoir créé le virus. L'Australie est tombée, toute l'administration du pays est tombée et a été à un clic du blackout aussi. Ça, c'est des choses qui sont vues, qui sont démontrées et qu'on voit tous les jours. Donc en fait, c'est même plus une question de se dire est-ce qu'il y a une vraie guerre froide, entre guillemets. C'est l'ANSSI, hein, qui le dit lui-même. Est-ce qu'à Tahiti, on est dans cette notion-là ? Ça, c'est pas à moi qui vais vous répondre, hein. Je ne suis pas expert en géopolitique. Mais en tout cas, on ne peut pas nier la réalité des faits aujourd'hui sur les cyberattaques qui se passent dans le monde entier. Ça serait un peu facile de se dire, en Polynésie, on sera épargné, on est épargné. C'est pas vrai. Oui, on a dit tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de gros événements critiques visibles par le grand public ici en Polynésie, hein. C'est vrai. Par contre, nous qui sommes sur le terrain, on a quand même des incidents, on va dire tous les mois, il y en a, on en voit, quoi, hein. Ils sont pas visibles, ils sont souvent cachés. Il n'y a pas eu encore un gros événement qui a affecté le grand public, on va dire, comme l'hôpital ou la CPS qui pourrait plus faire ses virements, voilà. Mais les incidents existent bien en Polynésie. Alors, on repart sur quelques statistiques, mais désolé, ça va être un peu une redite, hein, mais il y a un site qui s'appelle Ransomware Live, qui est pas exhaustif, hein, mais qui recense beaucoup d'attaques de type ransomware, donc les virus qui cryptent les données, hein. Il y a également des statistiques qui sont faites chaque année par l'ANSSI. Alors ça, c'est à droite, ça va être au niveau français, et à gauche, c'est vraiment plutôt mondial. Et on est sur les mêmes tendances. Donc on est vraiment sur une tendance qui augmente. Vous voyez la courbe orange, c'est la courbe 2023, la courbe bleue, c'est la courbe 2022. Donc on a une augmentation d'au moins 30%, voire un peu plus, ça dépend des pays. Forte augmentation donc, du nombre de victimes. Et on va essayer d'expliquer aussi pourquoi. Alors, ce qui est intéressant sur le groupe, sur les groupes de cybercriminels, c'est qu'il y a vraiment des très gros groupes. Alors à droite, on a l'exemple de Logbit, c'est le groupe qui s'est fait arrêter il y a 2 semaines, dont je vous parlais. Logbit, ouais. Ce qui est intéressant, c'est le top 5 des groupes de cybercriminels représente 50% des cyberattaques. Et un groupe de cybercriminels, il peut aller jusqu'à 120 personnes. Voilà, c'est quasiment une entreprise en fait. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est une DSI avec 120 informaticiens. Ce que l'on n'a quasiment pas, nous, en Polynésie, hein, dans aucune entreprise. Et ça fonctionne également sous forme de réseau d'affiliés, c'est-à-dire il y a les personnes qui conçoivent les virus, des personnes qui opèrent les virus et des personnes qui revendent la crypto-monnaie, qui blanchissent l'argent. Donc c'est vraiment c'est pour ça qu'on parle de cybercriminalité, c'est professionnalisé. C'est vraiment presque, je ne peux pas dire un métier, mais ils se sont énormément professionnalisés depuis 2015. En 2015, ils ciblaient le grand public au petit bonheur la chance avec des virus qui touchaient vos fichiers personnels.
À partir de 2018, ça a basculé. Leur cible, c'est plus les particuliers. Vous en voyez beaucoup moins maintenant. Par contre, maintenant, c'est les entreprises. Les entreprises, ils essaient de les bloquer un maximum et de les rançonner. Donc voilà, s'il y a des gros groupes de cybercriminels, alors ce qui est assez désolant, c'est que donc Logbit s'est fait arrêter, alors je mets des guillemets parce que je vais vous expliquer pourquoi, mais Logbit s'est fait arrêter il y a 2 semaines par Interpol, sauf qu'en fait aujourd'hui continue à continuer les attaques. Donc en fait c'est une partie peut-être infime du groupe qui a été arrêté, mais comme il travaille sous forme de réseau affilié, il y a sûrement une partie qui n'a pas été démantelée et qui continue à opérer depuis d'autres pays. Donc voilà, c'est une menace qui est très résiliente, qui est là pour durer bien au-delà des JO, puisqu'elle est très lucrative. C'est pour ça que je voulais insister sur pourquoi ça continue à se développer. Parce qu'on pourrait résumer ça aux JO et se dire, bon ben, on attend les JO, on attend que ça passe, et normalement, bon, si on n'est pas trop touché, c'est plus trop notre problème. Le problème, c'est que c'est un phénomène qui n'est pas près de se terminer, en fait. Voilà, donc Europol a réussi à arrêter Logbit, mais aujourd'hui, ils ont fait, en 2 semaines, ils ont refait une dizaine de victimes depuis leur arrestation. Après, ici, on a quelques statistiques qu'on a extraites avec Maxime du rapport de l'ANSSI. Alors, l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il traite en priorité certains secteurs d'activité, donc les plus critiques, hein, tout ce qui est lié aux infrastructures, donc aéroports, etc. Et les collectivités et l'administration. C'est ça leur focus à l'ANSSI. Donc, ils ne voient que, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'ils ne voient qu'une partie de ce qui se passe en termes d'incidents. Donc, dans leurs statistiques, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une augmentation entre 2022 et 2023, c'est ce que l'on a dit. Mais il y a une forte augmentation du ciblage des collectivités territoriales. Et alors, je n'ai pas exactement la statistique, mais c'est du passé de 23 à 24% des attaques traitées. Pourquoi ? Parce que les collectivités territoriales ont mis du temps à se sécuriser. Elles ont avancé peut-être moins vite que d'autres secteurs. Les autres secteurs les plus ciblés, après, c'est les PME d'une manière générale, hein, tout confondu. Les entreprises dites stratégiques, identifiées par l'ANSSI comme étant stratégiques, et les établissements de santé. Ça, c'est vraiment là où il y a le plus de sinistres. Alors, les attaquants, c'est des gens qui cherchent le profit, donc ils essaient de taper là où ils sont sûrs qu'il va y avoir des rançons de payer. Hein. Donc les établissements de santé ne peuvent pas se permettre d'arrêter de soigner les gens. Comme ils sont très informatisés aujourd'hui, ils préfèrent payer que de sortir les patients, etc., ou d'arrêter les soins. Alors, revenons à la Polynésie. Ce qu'on constate, nous, sur le terrain, alors avec Maxime, on travaille dans la cyber, on a commencé un peu de la même façon en métropole. On est arrivé ici en Polynésie avec une Polynésienne. Et ce qu'on a constaté, c'est que, moi, personnellement, je suis arrivé en 2010. Et en 2010, quand je présentais mon CV avec de la cybersécurité, personne me disait, enfin, tout le monde me disait c'est intéressant, mais bon, c'est pas vraiment un sujet ici, quoi. Donc la prise de conscience, elle a commencé assez tardivement ici. Elle a commencé vers 2016, je dirais 2016-2017. Les entreprises ont commencé à investir dans le sujet. Je tiens à souligner quelque chose. On n'a pas attendu les JO 2024 pour faire de la cyber. Nous, on en fait, moi personnellement, depuis 12-13 ans. Je reste assez jeune. La cyber, ça fait longtemps qu'on a fait. Les entreprises locales aussi. Ouais, ils en font quand même depuis 2014-2015. On ne part pas de... Tout le monde nous dit que pendant les JO, on va mourir. Pourquoi on commence que maintenant ? Non. On a quand même des grosses entreprises ici, des grosses entreprises généralement qui travaillent sur le sujet depuis quelques années. Les JO, ça reste un argument pour accélérer un peu la sécurité des systèmes d'information.
Il y a une grosse différence entre ceux qui ont une réglementation qui leur impose un niveau minimum de sécurité, on va dire, et ceux qui ne sont pas sujets à des réglementations. Donc sur la cybersécurité, il y a des réglementations sectorielles ou des réglementations quand on est dans le périmètre de surveillance de l'ANSSI. En gros, ces entreprises-là ont un niveau de maturité qui est travaillé au moins depuis 2015-2016. Voilà, c'est pour vous rassurer quand même sur le... On ne part pas non plus de rien. Par contre, ça représente une infime partie des entreprises de la Polynésie. Donc la démarche de sécurisation, elle est parfois entamée dans les autres entreprises, mais elle est rarement suivie, parce qu'il n'y a pas de réglementation qui impose quoi que ce soit. Donc on va faire des petites actions coup de poing pour essayer de s'améliorer, mais on n'a pas une vraie démarche suivie. Alors j'ai mis quelques exemples de ce que l'on voit sur le terrain. Par exemple, il n'y a pas de suivi des mises à jour des mises à jour d'une manière générale. Vous savez, dans une entreprise, vous avez souvent un firewall. C'est quelque chose qui protège votre réseau interne de Internet. Ce firewall, si vous ne le mettez pas à jour, il a des vulnérabilités, il peut être attaqué. Voilà. Donc, les gens posent peut-être ces équipements, mais ne regardent pas s'ils sont encore à jour, s'ils sont vulnérables. Ça, c'est une des premières choses que l'on voit. Alors, là, ce que j'ai mis dans l'exemple, mauvaise pratique d'administration, retard d'application des correctifs. Donc, début février, par exemple, très concrètement, là, il y a 3 semaines, il y a une grosse vulnérabilité qui est tombée sur une marque de firewall qui est très, très répandue sur le territoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Internet, on peut connaître la version des firewalls. Donc, un attaquant peut le faire, nous, on peut le faire également. Ce qu'on a pu voir là, c'est que par exemple, on a 283 pare-feux de la marque FortiGate qui ne sont pas patchés depuis février. Donc ces personnes-là n'ont pas fait les mises à jour qui sont nécessaires pour ne pas être vulnérables. Donc ça, c'est le manque de suivi de mise à jour. Ça, c'est un constat qu'on voit dans plein d'entreprises où la démarche de sécurisation, elle n'est pas vraiment suivie. Le deuxième point, c'est le peu d'audits. Alors, avec Maxime, on fait également des audits sur des entités qui veulent, par exemple, savoir si leurs sauvegardes sont bonnes. C'est une des briques de sécurité qui est importante. Est-ce que mes sauvegardes sont bien faites? Est-ce qu'elles sont protégées? Malheureusement, quand il n'y a jamais eu d'audit, en général, la réponse, un coup sur deux, c'est en fait, vos sauvegardes, vous pensez qu'elles tournaient, mais elles ne tournent plus depuis 6 mois. Ou alors vos sauvegardes, vous pensez qu'elles sont là, mais elles ne sont pas isolées du reste du réseau. Donc si vous êtes attaqué, elles vont partir en fumée. Donc le peu d'audit aussi, c'est-à-dire qu'on confie l'informatique à une personne, mais on ne prend pas de mesures pour contrôler si cette personne, qui essaie de faire de son mieux en général, suit vraiment les règles de l'art. Sur les audits, j'aimerais rajouter quelque chose pour rebondir sur le hacking éthique et la question qu'on a eue tout à l'heure. Pourquoi on ne paye pas, nous, ici, à Tahiti, des hackers éthiques, gentils, pour justement tester ces forces? Oui, on le fait, ça fait partie des prestations qu'on fait. Mais c'est aux entreprises de budgétiser et de payer ce coût-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le pays qui va fournir cette aide à l'entreprise. Il y en a peu encore aujourd'hui qui sont dans cette démarche-là, qui est pourtant très bonne. Ce n'est pas toute la solution de la sécurité. Rien que la première notion qu'on a dite tout à l'heure, c'est une notion humaine, organisation humaine. Il n'y a rien de technique, il n'y a rien de compliqué à mettre à jour ces systèmes. La notion d'audit, c'est effectivement, on peut tester, mais on peut aussi se faire passer pour des attaquants. Alors, c'est totalement légal, on est des professionnels, c'est fait pour ça, sous contrat. Et là, vous vous mettez à la place de ceux qui pourraient potentiellement vous vouloir du mal. Et c'est vraiment le but de l'exercice. Et ces audits, c'est vrai, aujourd'hui, on les constate. Moi, personnellement, sur ma petite société, je vais en faire une dizaine dans l'année. Donc, vous comptez le nombre d'entreprises qu'il y a ici. Je n'ai pas le chiffre exact, il y en a plus que 283 en tout cas. Bon, ouais, on est loin du compte. Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, ce n'est pas de l'informatique, c'est une ultra spécialisation. On est très peu d'experts dessus. Et ça a un certain coût aussi. Et les entreprises, voilà, ils ont, tant qu'ils n'ont pas une obligation réglementaire ou une peur des JO, une carotte qu'on leur met sur le nez, voilà, ils ne vont peut-être pas forcément faire cette démarche-là, sauf ceux qui anticipent quand même un peu les menaces en amont.
Voilà. Après, le dernier point, c'est que même si on a sécurisé, on a de nouveaux projets numériques qui arrivent. Donc notre système d'information évolue en permanence. Donc c'est en ça que c'est une démarche, c'est un effort continu. Même si on a été bon en termes de sécurité à un instant T, si on ne fait plus d'efforts, au bout d'un moment, on peut régresser parce qu'on a créé de nouveaux projets qui n'ont pas été vérifiés ou le système d'information a changé. Voilà, donc c'est une vraie démarche qui nécessite un suivi, ce qui est rarement fait dans le temps en fait. J'ai essayé de récupérer, c'est ce qui vous intéresse aussi, hein, au niveau local. La difficulté qu'on a, c'est que, alors nous on travaille dans des entreprises, mais on n'a pas la prétention de tout savoir comment ça se passe localement partout, hein. On a nos limites. Mais on a la chance maintenant d'avoir la gendarmerie spécialisée, donc la ComCyberGend. Donc c'est les spécialistes cyber de la gendarmerie. Ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont à Tahiti et ils commencent à avoir des statistiques. C'est eux qui vont traiter quand nos entreprises se font attaquer et qu'elles portent plainte. Si elles portent plainte, c'est vers eux qui vont se tourner et c'est comme ça qu'on peut avoir des chiffres. Ce qui est extrêmement important pour savoir finalement le niveau de la menace ici. En métropole, on a une très bonne idée du niveau de la menace, parce qu'on a l'ANSSI, l'État qui fait ça depuis des années, voire des décennies. Mais à Tahiti, c'est un peu plus dur. Néanmoins, j'ai réussi à avoir quelques chiffres. On a des attaques locales qui sont en augmentation. Je n'ai pas un chiffre exact, mais on a plus 10% entre 2022 et 2023. C'est de l'ordre de moins de 100 entreprises touchées. Désolé si je fais une erreur, je ne sais pas si la police est toujours là. Peut-être qu'ils ont d'autres chiffres aussi. Alors, on a quand même plusieurs attaques sérieuses qui ont déjà mis à l'épreuve les entreprises ici. Ça n'a pas fait la une des journaux, parce que comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on essaie de le cacher. Alors ça, c'est un mauvais réflexe qu'on n'a plus ailleurs dans le monde, hein, aux États-Unis ou en France. Au contraire, il vaut mieux souvent le dire parce qu'en fait, tout le monde se fait avoir. Hein. Microsoft, Tesla, l'entreprise du coin, ils se font tous avoir quoi qu'il arrive un jour ou l'autre. Il n'y a plus de honte en fait à se faire attaquer. Au contraire, plus tôt on le dit, mieux on évite les fausses informations qui vont être diffusées sur notre compte. Ça va ternir encore plus l'image d'une entreprise. Il vaut mieux déclarer clairement que, bon ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les impacts, est-ce qu'il y a eu des impacts sur vos données personnelles en tant que particulier. Moi, j'encourage fortement quand même à avoir plus cette démarche-là, parce qu'il n'y a personne, en tout cas dans ce milieu professionnel-là, qui vous pointera du doigt. Au contraire, ça va permettre d'aider les entreprises qui se font avoir. Personne n'est meilleur que l'autre, hein, à ce niveau-là. Les plus grandes attaques qu'on a ici, ça reste le rançongiciel, hein, les ransomware, on l'a dit, le virus qui va chiffrer vos données, il va vous les bloquer. Pourquoi ? Parce que ça devient très rentable. À la fois, on va demander de l'argent pour débloquer. Et vous allez rarement avoir les moyens de débloquer derrière. Donc il vaut mieux pas payer quand même. Mais dans cette attaque-là, ça peut cacher deux autres attaques. Avant de vous bloquer vos données et rendre inutilisables vos informations, on va vous les voler. Et derrière, on va vous faire du chantage en disant tes données là, les données de santé je vais citer personne, mais les données personnelles de 200 000 Polynésiens, si tu veux pas que je les publie, ou alors le salaire tout simplement des directeurs de ton entreprise, tu veux pas que je les publie sur Tahiti Info, source anonyme, il va falloir me payer. Donc c'est encore une escroquerie. Et en plus, d'un point de vue un peu plus national ou international, ces données-là, elles se revendent. De toute manière, on les vole et il y a des gens qui vont nous les acheter quoi qu'il arrive. Les données de passeport, les données d'identité, etc. Et ce qu'on trouve beaucoup ici, c'est ces escroqueries. On en a parlé, mais vous avez entendu dans la presse il y a quelques années, Jus de fruits de Montréal, arnaque au président. C'est pas vraiment du cyber, ça peut utiliser des fois l'outil numérique de plus en plus. Tout à l'heure, le major de la police nous a expliqué qu'on utilisait l'IA maintenant pour tromper. Ça va être de plus en plus facile de tromper les gens. Et on a aussi le swatting ici qui se fait apparemment d'après la gendarmerie, c'est-à-dire par téléphone, on va arnaquer, mais surtout chercher à déstabiliser. Vous avez entendu parler Air Tahiti, alerte à la bombe, il y a quelques mois. C'est la première fois, il me semble, qu'on arrive à une alerte à la bombe comme ça en Polynésie. Tout le monde a été quand même... Enfin, moi, personnellement, j'étais assez choqué. Et c'était tout simplement du flan, évidemment. Mais le problème, c'est que ça déclenche quand même des procédures, ça bloque des avions, ça coûte de l'argent, ça fait peur. Et c'est le but. Et c'est des simples SMS ou des simples emails pour faire peur. Et donc tout ça, ça reste du domaine de la cybercriminalité. Donc ça, malheureusement, c'est en forte progression ici à Tahiti aussi.
Et une statistique assez intéressante, toute récente, c'est que entre 2022 et 2023, on a une augmentation des incidents depuis les Outre-mer. Alors c'est pas que Tahiti, mais c'est Tahiti aussi, qui sont remontés à l'ANSSI, parce que maintenant, dans les Outre-mer, on sait qu'il vaut mieux remonter ces informations-là, de plus 82%. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a plus 82% d'attaques aujourd'hui, entre 2022 et 2023, mais ça veut dire que avant on n'en savait rien, et que maintenant qu'on le dit, il y a vraiment un gros volume d'attaques qui se font sur nos territoires. Donc à Tahiti, la gendarmerie estimait qu'on est à 60% de type escroquerie, arnaque au président, faux virement, ordre de faux virement bancaire, 30% de atteinte aux personnes, de haine en ligne, donc ça c'est le cyberharcèlement aussi, c'est hyper important. Et les intrusions, ce dont on parle un peu plus depuis tout à l'heure, depuis ce début d'après-midi, les intrusions dans la SI, ça concerne plutôt plus que 10% des attaques aujourd'hui. Enfin, 10% sur un volume, ça peut être aussi assez important. Donc voilà, ça c'est les statistiques de la Com Cyber Gendarmerie. Voilà, alors un élément que l'on mesure aussi quand on fait des audits dans les entreprises, c'est quelle est la part de votre budget informatique par rapport à votre chiffre d'affaires, par exemple. Ce qu'on essaie de voir, c'est quelque part, est-ce que cette entreprise sous-investit dans l'informatique, dans son outil informatique. Les entreprises ont envie de se moderniser, elles ont une volonté de se moderniser, mais ce que l'on constate, nous, souvent sur le terrain, c'est que ça fait des années déjà qu'elles sous-investissent dans leur outil en fait, informatique. Alors là, j'ai mis une statistique alors, qui est Gartner, c'est une étude qui est plutôt mondiale hein, sur le tissu des PME. Aujourd'hui, sur le tissu des PME, les PME consacrent 4,7% de leur chiffre d'affaires dans leur budget IT, informatique. Alors, nous, j'ai pas de chiffres exacts, j'ai pas fait des super stats, mais ce que je constate en tout cas sur les clients sur lesquels je suis intervenu, c'est que nous, on est plutôt entre 0,5 et 2%. Donc souvent, le premier constat qu'on fait, nous, quand on les audite, c'est en fait votre salle serveur qui n'a pas été renouvelée depuis 8 ans, ou vos postes qui n'ont pas été renouvelés. Déjà, c'est la base pour... c'est pas une base solide, en fait, en termes de sécurité. Vous n'avez plus les mises à jour, vous avez du matériel vétuste. Donc il y a déjà un premier constat de sous-investissement en général dans l'outil informatique. Alors après, toujours dans l'étude Gartner, la part consacrée à la sécurité informatique là-dedans, normalement, elle devrait se situer entre 2 et 14% du budget informatique. Alors là, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas en général du tout de budget pour la sécurité. Bon, ça c'est... à part sur les entreprises qui sont réglementées, hein, qui ont une réglementation contraignante. Voilà, après pour conclure, alors on n'aura pas donné vraiment de solution aujourd'hui, hein, mais j'espère qu'on vous aura en tout cas mieux décrit la cybercriminalité, le phénomène qui se passe, qui paraît peut-être lointain, mais qui est bien présent et qui ne va pas disparaître. Il y a peut-être juste 2 messages pour conclure, c'est que pour qu'une dynamique sécurité elle marche bien, alors les entreprises qui sont matures sur le territoire, sur le sujet, il y en a, hein, c'est que souvent la dynamique elle est initiée par la direction. C'est le directeur qui a l'initiative de la démarche. Ce n'est pas l'informaticien qui se bat pour avoir plus de budget, c'est souvent la direction qui a vraiment pris conscience de l'ampleur du problème. Alors, c'est un problème d'investissement, on l'a dit, hein, mais pas que. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment quelqu'un qui voit que c'est un enjeu et que ça va être une démarche dans la durée. Sinon, ça peut retomber comme un soufflet, en fait. Hein. On peut mettre un effort, 1 ou 2 audits, puis après, plus rien. Donc, le dirigeant doit montrer l'exemple et il doit y accorder un intérêt et puis être sponsor de cette démarche dans le temps. C'est-à-dire vraiment se dire on va mettre des audits chaque année, on va mettre du budget consacré sur ce sujet chaque année. Alors c'est la vertu hein, des réglementations. Alors c'est pas super fun la réglementation, mais c'est assez coercitif. C'est-à-dire
Si on doit payer 2% du chiffre d'affaires si on a un incident de sécurité, on va préférer prendre cette part, cet argent, pour faire de la prévention. Tant qu'il n'y a pas de réglementation contraignante, en général, le risque paraît très lointain et les investissements sont souvent reportés aux années suivantes. Le deuxième point qu'on constate aussi, c'est quand il n'y a pas vraiment de responsable désigné au sein de l'entreprise. Responsable cybersécurité, ça peut paraître un grand mot, mais ça peut être une personne qui est référente en interne, qui n'a pas les compétences, mais qui va quand même suivre le sujet ou s'entourer. Voilà. S'il n'y a pas de responsabilité définie, c'est le problème un peu de personne. C'est-à-dire ça sera un coup de pas de chance, quoi. Donc également, selon la taille de l'organisation, les fonctions liées à la cybersécurité, ça va nécessiter une charge de travail très variable. Sur une petite structure, on ne peut pas embaucher quelqu'un qui va s'occuper que de ça. Quand je dis une petite structure, c'est une entreprise de moins de 500 personnes. Donc, à partir de 300-400 personnes, les entreprises ont des moyens pour avoir vraiment une personne à temps plein qui peut s'en occuper. Voilà, donc après, il est possible d'avoir du personnel, mais en temps partiel, c'est-à-dire une personne qui s'occupe de ça, mais qui ne fait pas que ça. Mais au moins, on a une personne référente en interne. Après, on a des entreprises comme Foxit et Terrama qui peuvent vous aider aussi, alors soit dans la durée, soit de façon ponctuelle. Voilà, donc c'est ce qu'on comptait présenter. Alors désolé, on n'a pas été trop briefé sur ce qu'on devait présenter exactement, donc n'hésitez pas à poser des questions. Marguerite? La Yorana. Quand je regarde tout ça, je vous entends, vous me faites palpiter de peur de ce monde. Est-ce que c'est ça le progrès, l'intelligence artificielle de merde? Franchement, ça fait peur. À tous les niveaux, je discute avec votre collègue, là, très monsieur intelligence artificielle, mais il vient de me montrer une carte toute blanche et il a essayé de hacker, là, devant nous. Non mais on est dans quel monde, là? Ceux qui créent l'intelligence artificielle, ils ne créent pas les contre-attaques aussi? On a comme l'impression, on est déjà en guerre réelle, on est encore en guerre tous les jours, sur notre argent, sur notre vie, sur notre sexe, sur notre... Mais c'est quoi ce monde de merde? En tous les cas, good luck à vous. Je suis très content d'avoir mon âge et de m'en aller de ce monde, vraiment. La Terre est magnifique, mais alors les êtres humains, à chaque fois qu'on crée quelque chose, il faut toujours voir autre chose. Ouais. Et je terminerai en vous disant merci beaucoup pour les renseignements, mais j'appellerai l'intelligence artificielle Tatane. Maruru. Merci. Il n'y a pas de questions, hein, du coup, on est d'accord. Jeff, oui, après les deux femmes. Merci Madame la Présidente. Bon, on a bien compris, et surtout ce que l'on voit, c'est que vient se rajouter au nombre de dépenses obligatoires dans les entreprises 4,5%. Donc on était à 36, on est tranquille, on va passer les 40, on est content de l'apprendre. Au-delà de ça, une question. On sait qu'il y a des entreprises qui se sont fait dataloquer. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a aussi des administrations qui se sont fait dataloquer. Ces administrations qui se font dataloquer ne sont pas en capacité de payer une amende. Elles n'ont pas le droit de le faire. Elles n'ont pas le droit. Elles ne peuvent pas, comme a fait le chef d'entreprise, prendre sa valise de billets, parce qu'on ne peut pas acheter du Bitcoin à Tahiti, partir aux États-Unis pour acheter du Bitcoin pour pouvoir payer son hacker et pour récupérer ses données. Une administration, elle ne peut pas faire ça. Elle n'a pas le droit. Puisqu'elle part du principe que si on paye une rançon, on joue le jeu du rançonneur, et donc tout s'arrête. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tellement le monde de l'entreprise qui me fait peur. Je vais être franc avec vous, c'est l'administration. Parce que le jour où elle se fait dataloquer, elle n'a aucun moyen de récupérer ses données. Est-ce que nos chefs de service sont conscients de cette difficulté, Eugène ? Tu veux répondre, Eugène, ou je peux me permettre de répondre un tout petit peu, et après je te laisse la parole. Je travaille beaucoup à l'administration depuis 2020.
Ça reste même une part très importante de mon travail. Oui, ils ont très bien cette notion-là, ce risque, ces enjeux-là. Et j'ai envie de vous donner quelques bonnes nouvelles, parce qu'il faut dire hein, les choses. Moi, je déteste jouer sur la peur, je ne le fais pas, et ça n'a pas été du tout mon discours, et ça ne sera jamais. Je préfère vous parler de risques. Mon métier, c'est gérer des risques. Et une entreprise, et même une administration, elle gère aussi ses propres risques. Faut savoir qu'il y a une démarche que fait l'administration depuis quelques années, c'est l'homologation de ces téléservices. Un téléservice, c'est ce qu'elle met à disposition à des usagers ou à d'autres collègues de l'administration via Internet. C'est une dématérialisation. Et vous avez par exemple Je déclare à la douane, vous avez Révatois à la DEPAM. Tout ça sont des téléservices pour le public. Et ce qu'a fait l'administration ici, localement, alors évidemment, elles ont pris l'expérience de la métropole, mais elles n'étaient pas forcément obligées de le faire. On a dû faire une loi locale, qui est la loi de dématérialisation, qui dit si vous voulez mettre en ligne un téléservice, une dématérialisation, elle doit être sécurisée. Et comment elle est sécurisée? Vous faites une analyse des risques, vous faites du hacking, si je parle rapidement, vous payez des gens pour qu'elles testent la robustesse de cette application. Et elle le fait systématiquement, l'administration, ici, pour ces téléservices. Elle met en ligne un téléservice que s'il a été sécurisé. Évidemment, le risque zéro n'existera jamais. Elle est sécurisée par rapport à un enjeu et à un risque, un contexte local, qui peut évoluer, qui évolue avec les JO, rien que là, mais peu importe. Voilà, il n'y a pas rien qui est fait. Je pense qu'il y a quand même, en tout cas sur une partie de l'administration, cette notion de risque, elle existe. Mais maintenant, la DGEN n'a peut-être pas le même avis que moi. Oh, mais moi, j'ai le même avis. Pour moi, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que c'est le privé qui est à la queue du peloton de ce côté-là. Parce que dans le privé, il y a la notion de finance, de budget, on doit absolument... Vous m'entendez? Bon, oui. On doit absolument gagner des sous, donc on n'est pas conscient forcément des risques, on en a parlé tout à l'heure, et c'est dans le privé qu'il y a le risque pour moi. C'est dans le privé qu'il y a des risques pour moi. L'administration, alors ça dépend de lesquelles, hein. Il y a aussi des risques, hein. Il y a quelques collectivités qui ne sont pas forcément géniales, hein, pour dire les choses comme elles. Surtout plus on s'éloigne de papeterie, et moins les collectivités elles sont bonnes, hein, pour dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, il y a une vraie... Au début de semaine, j'étais au SPC sur cette partie cybersécurité. Donc on est en train de développer un partenariat avec les communes, parce qu'il y en a quand même 46, pour qu'elles montent en cybersécurité avec l'ANSSI sur le sujet. Donc aujourd'hui, il y a une vraie dynamique positive sur le sujet. D'accord ? Ça, c'est pas administration pure, l'administration du pays, on en a parlé déjà. Il est bien impacté sur les choses, tous les deux d'ailleurs, parce que vous m'avez fait remonter certaines choses en début, il n'y a pas longtemps. Mais le privé m'inquiète beaucoup. Donc, parce que là, c'est d'abord le profit, et c'est à raison, il faut nourrir ses salariés, il faut se nourrir soi-même, etc. Et tant qu'on n'est pas hacké, on ne se rend pas compte de l'importance de nos données. Je l'ai dit tout à l'heure, 80% des entreprises ne se remettent pas d'un incendie. Or, un piratage avec chiffrage de vos c'est ça. C'est comme si vous n'aviez plus de données et aller reconstituer votre portefeuille client quand on est Plamberium ou Carrefour sur ce genre de choses, c'est presque impossible. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, il y a des... Alors, c'est vrai que depuis quelque temps, il y a une prise de conscience dans l'administration en elle-même. Mais il y a encore beaucoup de trous, mais dans le privé, il y a beaucoup de trous. Jean-Pierre, mon collègue, l'a dit tout à l'heure, ce qui va marcher dans le privé, c'est la réglementation par secteur. Vous avez des secteurs très réglementés ici, ça sert à rien de les citer, c'est des secteurs forcément critiques. Et là, les entreprises font forcément les efforts, ils n'ont pas le choix. Ceux qui sont entre les deux, qui naviguent entre les deux, c'est au bon vouloir d'investir un tout petit peu dans la cyber, dont ils ne font pas vraiment, évidemment, ça coûte de l'argent, et en théorie, ça rapporterait. Dans la réglementation, reste quand même l'arme aujourd'hui numéro 1 pour faire avancer la protection d'une entité. Martine, après Patricia, derrière, et Louis. Merci.
Merci Madame la Présidente. Bonjour à nos invités. Alors moi, je suis une toute petite entreprise, justement, mais liée au tourisme, donc il y a quand même du passage. Là, vous me faites carrément flipper, les gars. Mais carrément. Donc, je vais faire appel à mon ami Eugène, mon ami d'enfance, parce que là, je suis... waouh, quoi. Ça veut dire qu'en fait, n'importe quelle personne qui, quelque part, est plus avisée que nous, qui arriverait, quelque part, pourrait décemment tenter de vouloir rentrer dans nos systèmes. Ça craint carrément, quoi. Hein. Si on n'est pas à la hauteur... on va dire, de ça au niveau informatique, ça fait peur. Hein. Et après, quel est le coût réellement en étant une petite entreprise, quoi? Je veux dire, qu'est-ce que ça peut nous coûter alors qu'on essaie de démarrer depuis 2 ans? Ça fait peur, quoi. Je dirais, c'est plus le... Ah, pardon. Je peux juste un mot. Le plus important, c'est d'en prendre conscience. Après, flipper ou pas, il ne faut pas. Il faut juste mettre en place les mesures pour y arriver. Pour moi, c'est le plus important. Aujourd'hui, quand je le dis, tout le monde me croit. Il y a 8 mois, personne ne me croyait. Hein. Posez la question. Hein. J'ai fait une présentation au MEDEF. Hein. On m'a rionné. Hein. Quand je suis arrivé derrière avec le commissariat et le NCM, machin bidule, qu'on a fait des présentations et des machins des bidules, quand on a commencé à montrer les chiffres de la police nationale et de la gendarmerie. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça fait peur. Oui, il faut que tu commences à réfléchir, à te mettre en sécurité. C'est comme finalement t'informatiser. Tu as un mail ou tu as un site internet où tu as des clients, tu as payé pour ça, sauf si tu l'as fait toi-même, derrière, il faut mettre la sécurité derrière. Donc ça fait partie du pourcentage que tu dois mettre en œuvre. Il a dit tout à l'heure. Alors le rapport Gardner de celui-là date de 2022. Moi j'en avais un en 2010, entre 5 à 10% du budget total des multinationales était consacré à l'informatique. Il a dit tout à l'heure, 10% pour la partie sécurité. Il faut juste le prévoir, le budgéter. Alors, Marguerite a raison, c'est un monde qui est hyper connecté. Et hyper connecté, ça veut dire que vous pouvez être accédé par quelqu'un, une jolie demoiselle qui est très jolie sur Facebook avec des formes généreuses, et vous vous retrouvez derrière avec quelqu'un qui est de la Côte d'Ivoire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est cyberfraude, tout est imaginable, parce que ils arrosent tout le temps. Et c'est à nous d'être sensibles à ça et à réfléchir comment l'être. Il vaut mieux avoir peur maintenant plutôt qu'avoir peur et bien, pourquoi est-ce que je suis bloqué? Donc prévoyez, il ne faut pas avoir peur, ça fait partie. C'est juste que vous n'aviez pas conscience des choses. C'est juste que vous n'aviez pas conscience des choses. Maintenant, vous avez conscience des choses. Faites votre boulot de chef d'entreprise, mettez des sous de côté pour que ce soit géré. Après, je rajouterai un petit mot, c'est qu'il y a des activités qui sont très dépendantes de l'outil informatique. Heureusement, il y a plein d'activités en Polynésie où on ne dépend pas tant que ça de l'outil informatique. Par contre, plus vous allez vous moderniser et mettre des moyens là-dedans, plus vous allez être dépendant de l'outil informatique, plus il faut vous soucier de l'aspect sécurité informatique. Je dirais, plus vous allez être dépendant de l'outil numérique, plus ça va être un vrai sujet. Aujourd'hui, j'imagine pas la CPS, par exemple, repasser au tout papier. C'est juste impossible. On ne peut pas faire marche arrière. Merci. Par contre, sur des activités peut-être qui sont plus de terrain, la dépendance est peut-être moins forte. Je vais vous poser une question. Qui a une société ou une institution a un délégué à la protection des données? Qui a un responsable de la sécurité du système d'information ou ce qui ressemble à... Voilà. C'est ça la prise de conscience. Il y a des gens dont c'est le métier, c'est pas le mien. Hein. Moi, je suis un peu informaticien, je l'ai dit tout à l'heure, mais cybersécurité, protection des données, c'est un vrai métier. D'accord? Donc, plutôt que... Et
ça ne va pas coûter des sommes folles, parce que s'ils veulent gagner, si vous avoir comme client, ils vont baisser les prix. Je sais, c'est ce que j'ai fait. Rigole, Béry. Non, une remarque importante, on ne fait pas de la sécurité, dans la cybersécurité, à l'aéroport comme on va le faire, à la CPS comme on va le faire dans une petite entreprise. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que notre travail, c'est de nous adapter à un contexte. On s'adapte à un risque, à une menace. Vous n'avez pas les mêmes menaces chez toi que peut l'avoir le voisin. Et donc c'est pour ça, il ne faut pas avoir peur. Il faut faire quelque chose adapté en fait à son besoin. Personne ne sera invulnérable, jamais, ça n'existe pas dans aucun domaine. La cybersécurité, c'est pareil. Et notre métier, c'est justement de s'adapter à un contexte. Voilà. Merci, Patricia. Après, Florence. Maruru, présidente. Avec ce phénomène d'arnaque, dans ma tête, c'est un flou artistique. Mais pour moi, ça me permet de dire que la semaine, je ne sais plus quelle semaine, on était avec Eugène sur le plan de développement. Ben ça, c'est un vrai métier. Ce sont des métiers innovants qu'il faut pousser par rapport à notre jeunesse. C'est un vrai métier pour aider ceux qui en ont besoin. Ensuite, par rapport à ce plan de développement du Fénois, il faudrait penser aussi à l'accompagnement. Les formations. On en parle souvent des formations sur l'estime de soi, sur le parcours citoyen. Et bien pour moi, ça fait partie du parcours citoyen, d'être sensibilisé, d'être informé, comment réagir. Et réagir de cette manière comme on l'a aujourd'hui, le mot, ben, ça fait peur, ça nous met le flou. Il y avait le chef tout à l'heure au niveau de la cybercriminalité qui avait parlé en tahitien et qui porte bien son nom, les Tamae Natirara. Et ben c'est le moment de créer des Toa Natirara. Merci. Merci voilà. Patricia. Oui. Juste pour répondre, c'est cette partie formation. La troisième journée du forum. Troisième journée du cyberforum qui a eu lieu la semaine dernière était consacrée aux scolaires et aux métiers de la cybersécurité. Ils ont donné tous les exemples qu'ils pourraient avoir à leurs futurs éventuels salariés et les études qu'ils devaient faire. Le deuxième point, c'est ce matin, de 8h à 12h, j'ai été avec l'ensemble des écoles de formation, CCISM, CNAM, etc., CFPA, pour imaginer comment est-ce qu'on allait créer les formations au développement de l'économie numérique dans la cybersécurité de demain. Donc on est en train d'y travailler. D'accord ? C'est vrai que, comme disait Marguerite, c'est le nouveau monde. C'est à nous à créer nos gens du nouveau monde. D'accord ? Et ces gens du nouveau monde, ils sont dans la cybersécurité, mais ils sont aussi dans le développement, ils sont dans l'intelligence artificielle, ils sont dans tout ça. C'est à nous à créer ce nouveau monde. Et c'est ça le challenge. Florence. Merci, Madame la Présidente. Alors, moi, je voudrais en fait vous parler d'un projet de loi du pays qu'on a reçu et donc pour lequel le CESEC a été saisi. Donc, c'est la commission économie qui travaille dessus en ce moment. Et donc, il s'agit, entre autres, de dématérialiser en fait les instances de concertation, donc les assemblées générales notamment, des sociétés commerciales, donc via les moyens électroniques de communication, donc vidéoconférences, etc. Donc, c'est vrai qu'au niveau de notre commission, ça soulève pas mal de questions. Qui sont donc assez regroupées toujours autour de la même thématique. Nous, CESEC, quelles préconisations pouvons-nous faire pour
essayer d'attirer l'attention ou de faire en sorte que les entreprises qui auront recours à ces moyens modernes, eh bien, elles se prémunissent contre la cybercriminalité, l'usurpation d'identité, l'intelligence artificielle qui permet de remplacer des actionnaires et on a l'impression que ce sont les vrais actionnaires qui prennent des décisions et qui votent alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous, de votre point de vue d'expert, vous pourriez nous dire par rapport à ça? Ok, on avait prévu une toute petite présentation sur le sujet. On ne va pas passer 2 heures, vous inquiétez pas, mais ça va appuyer un peu mon discours. Donc effectivement, il y a des risques de sécurité sur tous les systèmes de visioconf et même au-delà de vote en ligne, quelque chose où il faut que ça soit assez solennel, carré, officiel. Et je vais vous exposer des risques très rapidement. De toute façon, vous allez les comprendre, ils sont plutôt évidents. Notre métier, en fait, n'est pas si compliqué que ça, loin de là. Ça reste beaucoup de bon sens. Et quelques solutions. Alors, les solutions, c'est pas magique. En cyber, il n'y a rien de magique. Je ne vous donnerai pas le logiciel magique, le truc à mettre en œuvre. Vous allez comprendre. Alors les risques, évidemment, c'est l'écoute passive. On a eu beaucoup de cas durant le Covid parce qu'on a tout voulu dématérialiser, faire du travail à distance, etc. Mais ça existe depuis que ça existe, ce genre d'outils. L'écoute passive, c'est juste de vous faire espionner et quand vous parlez de choses confidentielles, vous n'avez pas envie que quelqu'un d'autre l'écoute. Et donc, c'est le risque numéro 1 que vos informations confidentielles, sensibles, peu importe votre classification, mais tombent dans les oreilles d'un étranger, en tout cas de quelqu'un qui ne doit pas en connaître. Il y a l'atteinte à la vie privée, c'est la même chose, sauf que là, ça vous touche un peu plus personnellement, mais ça reste un problème de confidentialité. Et la violation de données, c'est que en plus ces outils-là permettent généralement de partager des informations, des fichiers, des données. Si on prend l'exemple de Teams, vous avez dans le chat, vous allez envoyer un fichier. Vous n'avez aucune garantie de base à ce que ce fichier-là, si en plus il est confidentiel, ne soit pas accédé par quelqu'un de mal intentionné. Et vous allez voir qu'en fait, on a eu de nombreuses attaques dont le but c'était de récupérer ces données-là via des outils de visioconférence. Et évidemment, ce que tu évoquais en dernier qui préoccupe le plus, c'est l'usurpation d'identité. Comment on peut être sûr qu'en face, on est en train de discuter avec la bonne personne. Donc là, tout simplement, je vais vous donner quelques exemples. Alors, on n'est pas expert en visioconférence, loin de là. Non, n'importe quel sujet, on peut l'étudier et on l'a fait. Bon, je vous avoue, ça ne m'a pas pris énormément de temps de vous trouver des exemples un peu plus parlants. Donc, vous aviez l'outil qui a fait beaucoup de bruit pendant le Covid, c'était Zoom, un outil de visioconférence chinois, gratuit, et qu'ils en ont profité en se disant tout le monde a besoin de travailler à distance, personne n'a forcément des outils payants, des Teams ou des Skype à l'époque, etc. Nous, on vous donne ça, c'est gratuit, ça va vite, c'est fiable, allez-y. Beaucoup de personnes l'ont utilisé. Alors, à des fins personnelles, j'ai envie de dire, c'est pas si dramatique que ça, quoique. Mais ça a été utilisé dans les entreprises critiques, dans l'État, dans l'administration, parce que personne ne se pose la question, cet outil, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il enregistre ce qu'on dit? Comment il va utiliser les données, ce qu'on dit dans cette visioconférence? Parce qu'on se dit, c'est l'entreprise qui le donne, ils sont forcément gentils. J'ai jamais vu dans le monde aujourd'hui, on fait rien gratuitement malheureusement. Donc là, en fait, tout simplement, cet outil est extrêmement vulnérable et il y a eu des cas de Zoom bombing, c'est-à-dire des gens étrangers à votre conférence qui venaient et vous vous en rendiez même pas compte et qui récupéraient les infos. Ça devient compliqué et ça arrivait même à l'Assemblée nationale dans des choses vraiment très officielles. C'est encore plus compliqué quand les informations sont très critiques. On a eu Microsoft Teams qui a été détourné à son utilisation initiale pour espionner les gouvernements, tout simplement. Il faut savoir que les produits Microsoft sont les premiers vulnérables sur la planète parce que c'est les plus utilisés dans le monde. Donc on a tout intérêt à réussir à les pirater. On a forcément un retour sur investissement qui sera intéressant. Donc Teams, sans arrêt, tous les mois, vous allez avoir une grosse mise à jour, une correction de vulnérabilité, et on va essayer de cacher. Ça n'empêche pas les gens de l'utiliser. Zoom, je vous ai mis un exemple, il y a eu des dizaines de piratages, de types de piratage sur Zoom. Il a été même condamné, l'entreprise derrière, à verser 85 millions, alors c'est certainement en euros ou en dollars, c'est pas en francs Pacifique,
pour avoir menti, parce qu'ensuite, ils ont dit aux gens, ok, j'ai compris que la confidentialité, c'était important, je chiffre les données, vous êtes garanti que personne d'autre est capable d'écouter. Ben, il y a chiffrement et chiffrement. Hein. Le chiffrement, c'est la théorie, et la mise en pratique, elle peut être contournée. Et donc, il y a eu de l'espionnage quand même, et ils ont été condamnés à verser des indemnités. Donc voilà, aujourd'hui, très récemment, on utilise Teams pour favoriser les attaques par email, donc le phishing, piéger les gens dans les entreprises, cliquer sur le mauvais lien, télécharger le mauvais fichier qui ensuite nous permet de nous introduire dans le système informatique. En fait, j'ai mis des exemples, il y a Cisco WebEx qui est notre système de visioconf, mais ils sont tous impactés de base, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'on ne se pose pas forcément les bonnes questions sur ces risques-là, 4 risques de base, quand on achète, quand on télécharge, quand on utilise un outil. Et donc, je vais vous donner que 3 recommandations. Là, du coup, la réponse est longue, mais au final, je n'ai pas de solution clé en main. Quand vous avez un sujet, vous devez choisir un outil, vous devez vous poser la question, est-ce que ce produit-là nous donne des garanties de sécurité? Ce fournisseur, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle me prouve qu'elle a fait auditer son outil, qu'elle le protège contre les menaces informatiques, contre la malveillance. Donc ça, c'est typiquement notre métier à 100%. On est là pour accompagner les entreprises à trouver le bon outil. Ce n'est pas le meilleur fournisseur, le meilleur produit, c'est celui qui est le plus adapté à vos risques. Si vos risques, c'est de pouvoir identifier la personne que vous avez en face, il vous faudra un produit qui procure le moyen de garantir que cette personne, c'est la vraie personne. Ça peut être quoi ? Le mot de passe a été diffusé pour rentrer dans la conférence et vous l'avez diffusé sur une adresse email où vous êtes sûr qu'il appartient à cette personne-là. C'est un premier niveau qui n'est pas totalement invulnérable en termes d'attaque, mais c'est déjà un premier niveau. Vous avez un mot de passe et vous avez donné le mot de passe, vous êtes organisateur de la réunion, vous l'avez donné à la personne. Il y a un niveau encore au-dessus, c'est OK, il a un mot de passe, mais en plus, il aura un autre moyen de s'authentifier, qui est un code qui peut être donné qu'une fois qu'il se connecte vraiment à la conférence. OK, pourquoi pas. Pour aller plus loin, on a des systèmes qui carrément vous demandent donc de prendre en photo votre carte d'identité en live, en vidéo même, pas en photo, au moment de vous connecter. Donc là, on arrive à des choses niveau NASA, NSA, pour vous dire que des solutions, il y en a plein, mais elles doivent s'adapter à votre risque, à votre menace. Voilà. Donc, utiliser des produits qui ont déjà été testés, qualifiés, certifiés, audités par des prestataires externes, ou par des États, ou par l'ENSI. L'ENSI le fait. Il y a un outil de visioconférence aujourd'hui où l'ENSI vous dit on a bien vérifié qu'il chiffre correctement les données, il vous protège de l'usurpation d'identité ou en tout cas de l'atteinte à la confidentialité. Nous, on est des experts, on vous le dit, on a mis un tampon dessus, allez-y les yeux fermés. Il n'y en a pas beaucoup des produits comme ça, mais il y en a. C'est Tixeo, je fais de la pub, désolé, on ne m'a pas briefé avant, je ne sais pas si j'ai le droit, bon, peu importe, j'ai aucun lien avec ce produit, mais il n'y en a qu'un en vrai. Et vous l'avez sur le site de l'ENSI. Maintenant, 2 autres axes, il faut la sécurité, n'est jamais qu'une question technique, c'est d'abord une question d'organisation. Si vous mettez en œuvre une politique de sécurité, vous dites à votre organisation, on n'utilisera qu'un seul outil, c'est celui-là, parce qu'en plus, on l'a certifié, on l'a acheté, et on a des garanties de sécurité. Quand vous organisez une réunion, il y a un mot de passe. Vous vérifiez à chaque fois que les gens se connectent sur les bonnes personnes. Vous demandez qui est la caméra d'allumée. Peu importe. Vous définissez vos règles. C'est ce qu'on appelle une politique de sécurité. Et si vous ne faites pas ça, vous pourrez avoir le meilleur outil du monde. Quoi qu'il arrive, il y aura quelqu'un qui arrivera à le contourner. Et finalement, du coup, les mesures techniques n'arrivent qu'à la fin. Vous devez décider si vous voulez chiffrer tout le flux audio, vous voulez autoriser ou pas des fichiers, le transfert de fichiers entre utilisateurs, si vous voulez autoriser les invités à votre réunion ou pas, peu importe. Là, ce sont des mesures techniques, les mises à jour, on en a parlé. Le logiciel est très bien tenté. Dans 2 mois, s'il n'a pas été mis à jour, il est source à des attaques. Donc, ça a été un peu long, mais pour résumer tout ça, en fait, quand vous avez un besoin, vous devez qualifier ce besoin, vous devez faire appel à des gens qui vous permettent donc d'auditer, de qualifier la sécurité d'un produit. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Nous avons dépassé de 5 minutes, on ne voudrait pas abuser de votre temps. Mais nous pouvons continuer notre conversation si vous voulez. Nous avons autour d'un verre dehors et peut-être que vous avez un verre d'amitié si vous voulez. Et si vous avez des questions à poser, nous
nous pourrons, voilà. Merci beaucoup, merci à tous.